Twitchers, Twitcheuses, streamers, streameuses, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fond Vert, une émission dans laquelle nous allons parler de fond. Cette émission s'inscrit dans la chaîne de campagne du candidat Yannick Jadot, mais dans cette émission, nous n'allons pas parler de politique, du moins pas au sens des partis, pas au sens des candidats, pas au sens des programmes. En revanche, on va parler de questions qui relèvent bien des politiques publiques, des grands problèmes de société. Et nous allons le faire avec des scientifiques de renom qui seront nos invités, mes invités ce soir pour cette nouvelle édition de Fond Vert. Et cette édition sera consacrée à l'espace. L'espace, grand sujet qui nous a tous fascinés à un moment ou à un autre quand nous étions enfants, quand nous étions adultes. Grand sujet de développement des sciences en général depuis la plus haute antiquité et un sujet dans lequel il se passe beaucoup de choses. Avec moi ce soir pour parler d'espace, Nabila Aghanim. Bonsoir Nabila. Bonsoir. François Forger. Bonsoir François. Bonsoir. Nabila, tu es astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS et tes recherches portent sur des petits sujets, l'étude de l'origine et l'évolution de l'univers, rien que ça. Félicitations. François, toi aussi tu es directeur de recherche au CNRS, planétologue, on va dire ça, spécialiste de l'exploration du système solaire. La banlieue proche. La banlieue proche, voilà. Toi tu es la banlieue pendant que Nabila part dans l'exploration. Alors pour lancer le sujet, j'ai amené quelques livres avec beaucoup d'images. Je crois que pour beaucoup de jeunes, le premier rapport à l'espace sont des galeries d'images dans lesquelles on voit les planètes, dans lesquelles on voit les étoiles. Oui, les Twitchers auront remarqué, je sais que je suis un peu trempé, c'est parce que je suis venu à vélo par une pluie battante, et voilà, les commentaires peuvent aller bon train, nous allons continuer imperturbablement la mission. Alors voici quelques exemples de ces images qu'on pouvait voir dans des ouvrages tels qu'on les avait quand on était gamin, genre qui nous faisait rêver, des images qui nous parlent d'un homme qui marche sur la Lune, des images qui nous parlent de planètes lointaines, qui nous parlent d'astres lointains, avec toute cette grande variété d'images. Quand on voit ces images, Nabila, François, ça vous fait penser à quoi ? À quoi Alors d'abord à l'enfance, parce qu'effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Dans mon cas, en fait, l'espace a été un espèce de coup de foudre dès toute petite. Donc ça me fait penser à l'enfance. Et puis et ce qui me fait penser aussi, ce que tu as montré là, en fait, la trace de pas la trace de pas d'Armstrong sur la Lune. Sur la Lune. En fait, ça me rappelle ou ça me fait penser aux pas qu'on peut trouver des fois dans les grottes, où on voit les pas d'êtres humains de la préhistoire. Les traces de mains sur les grottes. Et donc c'est anciennes. quelque part en fait voilà la trace de l'humanité, je dirais, dans son environnement autour et ce que ça nous apprend sur ce qu'on est, sur ce qu'on était, sur ce qu'on pourrait devenir et ainsi de suite. Et la première fois que quelqu'un s'est arraché à notre bonne vieille planète en la regardant avec un certain air. Alors le titre qu'on a retenu pour cette émission ce soir, c'est « Depuis l'espace, entend-on crier la Terre ?» Déjà la Terre, on peut l'observer de l'espace et ça a été une révolution. On peut l'entendre crier en un certain sens, on y viendra. François, quand tu vois ces images, ça te fait penser à quelque chose en particulier ? Il y a un souvenir d'enfance aussi ? Oui, bien sûr. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la notion d'autre monde et d'exploration. J'avoue que quand j'étais enfant, j'étais très avec le rêve d'être explorateur à l'ancienne. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve important dans toutes ces images, c'est que le ciel tel qu'on peut le voir, on voit des étoiles, mais en réalité, et par mon métier, on le ressent de plus en plus, tous ces endroits sont des autres mondes qui existent vraiment. C'est-à-dire quand on voit une petite tache rouge qui est Mars, en fait, non, c'est vraiment un monde avec des paysages, toute une activité, il se passe plein de choses, et c'est vrai jusqu'à l'infini quelque part. Donc c'est assez vertigineux quand on digère ce fait qu'ailleurs, ce sont des multitudes d'autres mondes, tout simplement. C'est un peu bateau, mais quand on le ressent réellement, on le digère, c'est impressionnant. Alors, parmi les petits ouvrages que j'ai apportés pour lancer la discussion, aussi un ouvrage qui me fait penser à quelqu'un qui a été un ami et que vous avez peut-être côtoyé, qui était une source d'énergie infinie, André Braic. Quiconque a assisté à ces conférences de vulgarisation sur l'espace en garde un souvenir ému, une énergie inépuisable jusqu'au bout. Des ouvrages ici de feu et de glace, Planètes ardentes, c'était le titre d'un de ses ouvrages chez Odile Jacob. J'en ai un autre ici qui s'appelle Terre d'ailleurs avec Bradford Smith.
et à la recherche de la vie dans l'univers. Alors, Nabila, François, première question. André, ça vous évoque quelque chose? Vous l'avez côtoyé, vous l'avez entendu? Tu veux commencer? Oui, bien sûr. Oui, c'était un ami, je l'ai côtoyé dans plein de contextes. Ça me fait penser effectivement à quelqu'un d'hors du commun et qui avait une personnalité absolument rayonnante. Ce qui fait que s'il était là, C'est le cas de le dire. sur ce plateau, il mettrait instantanément à lui tout seul, avec quelques remarques. Vous serez tous des pâles petits satellites autour de Non, lui. non, mais il n'y a pas que ça. Il nous allèverait tous, au contraire. Il y aurait une ambiance comme ça, amusante, avec des petites blagues, mais des blagues en fait extrêmement pédagogiques. L'utilisation de l'humour pour faire passer des messages scientifiques, avec une grande volonté de mettre la science en avant. Vraiment un passionné de science, et qui aussi, j'aimais bien, j'appréciais, et je reprends son message pour ce qui me concerne personnellement, c'est-à-dire l'idée qu'on a une chance folle, nous, de faire ces métiers-là. Et on se sent privilégié, et j'ai toujours un petit peu, et lui il le disait le premier, quoi. Il disait c'est incroyable, on me paye pour faire ce métier-là. Et je ressens ça un peu, et donc je reprends ce mot-là. Nabila, tu reprends ça à ton compte? Complètement. C'est un peu un rêve d'enfance que tu réalises avec ton métier? Tout à fait, c'est exactement ça. Et André Braic, moi je l'ai eu en tant que professeur en fait. Donc je débarquais d'Algérie pour faire mes études supérieures post-master, on va dire. Et on avait un cadre d'enseignement qui était assez classique, hein, le professeur et les professeurs étant tranquilles, sérieux et ainsi de suite. Et d'un seul coup, on voit débouler, je vois débouler André Braic, un personnage hors du commun, qui arrive avec 1 heure de retard, qui nous garde 2 heures plus tard, nous fait... Des fois 6 heures plus tard, il a dû faire des cours jusqu'à 23 heures. C'est exactement ça. Une fois, il nous a fait un cours jusqu'à 22 heures, ouais. à nous raconter en même temps des anecdotes, en même temps de la physique, en même temps de la science, et effectivement à nous communiquer cette passion, à enrichir cette passion qu'on a déjà. Et effectivement, je garde un très 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 bon... Il se passe un sujet de passionné, un sujet qui se prête bien aussi à la vulgarisation scientifique, n'est-ce pas? Souvent celui par lequel on entre. Alors ça dépend des sujets, on va dire. Il y a des sujets un peu plus compliqués que d'autres. Moi, je vois ce que vous voulez dire. Le point, c'est qu'effectivement, en tant que chercheur dans ces domaines-là, on a une responsabilité, de même que les gens qui étudient les dinosaures, je dirais, c'est qu'on a aussi comme rôle de susciter des vocations vers les métiers scientifiques, les futurs ingénieurs, etc. Ça fait un peu partie aussi de l'utilité. Et donc nous qui avons la chance de travailler sur ces sujets, j'ai bien dit la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, il y a aussi cette petite responsabilité-là. Il faut qu'on motive les jeunes. C'est important pour un pays, c'est important pour tout le monde de s'intéresser aux maths, à la physique et à tous ces métiers-là. Alors je te remercie d'avoir cité les dinosaures qui étaient le grand amour de ma jeunesse, bien sûr. On parlera de dinosaures une autre fois. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'espace, évidemment. La recherche spatiale, l'exploration spatiale, l'observation spatiale, et ce thème, pourquoi la recherche spatiale? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'environnement dans lequel on se trouve? Qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur la Terre? Sous-titre ici, à la recherche de la vie dans l'univers. Est-ce que c'est un thème qui vous a passionné, Nabila, François? Est-ce que c'est toujours un thème d'actualité? C'est un thème qui est un des thèmes centraux de l'astrophysique aujourd'hui, effectivement, et qui est abordé de plein de manières, hein, qui est abordé d'un point de vue astrophysique, notamment à la recherche des planètes extrasolaires et à la recherche de signatures de vie ou de conditions d'apparition de la vie. C'est approché aussi différemment d'un point de vue de la chimie, hein, pour savoir finalement quelles sont les premières molécules qu'on peut former, qu'on peut caractériser dans l'univers. Moi, personnellement, c'est pas un sujet qui me passionne, en fait. Alors, j'ai honte de le dire à chaque fois, donc excusez-moi, j'ai très honte. Au contraire, c'est bien de nous expliquer qu'il y a des sujets passionnants qui ne sont pas forcément ceux qui reviennent, et même j'ai des collègues qui sont dans la recherche spatiale qui disent c'est fatigant dès qu'on parle d'exploration, de s'entendre poser la question est-ce qu'il y a de la vie, alors que pour moi, c'est d'autres sujets. Oui, mais je pense que, je sais pas si ça tient à la formation que j'ai eue, dans le fait que ma formation a été essentiellement une formation portée au départ sur les mathématiques, hein. C'est un sujet d'actualité en ce moment, les mathématiques, mais ça a porté sur les mathématiques, et donc du coup c'est peut-être que je suis peut-être plus attirée par les aspects un peu plus
plus abstrait, et où finalement ça caractérise un peu le type de recherche que je fais. Mais par contre, c'est évidemment un sujet central. Transition admirable vers le dernier ouvrage que je voulais présenter pour lancer le sujet. Oui, moi j'ai fait un peu de mathématiques, ça a été ma carrière. Et à un moment où j'avais l'impression, oui, c'est joli, les étoiles, les planètes et tout ça, mais c'est tellement descriptif et j'y trouvais pas mon compte en tant que mathématique. Et puis, le hasard a fait que je me suis... enfin, pas le hasard, mais le cheminement scientifique a fait que je me suis lancé dans l'étude des dynamiques de systèmes de particules. Et à un moment, je me suis retrouvé à ingurgiter cet ouvrage, bien connu de tous ceux qui font de la dynamique céleste classique, Galactic Dynamics, de Scott Tremaine et James Binet. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est incroyable, les galaxies, c'est passionnant, la forme des galaxies. On n'a toujours pas de bonne théorie sur pourquoi les galaxies sont comme ci, comme ça, en disque, comment elles bougent. C'était lié à mes travaux sur l'amortissement Landau, sur les relaxations des galaxies, sur ces phénomènes de relaxation plus rapides que prévu, que la thermodynamique ne le suggère. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie scientifique ici, mais en tout cas, d'un coup, avec cet éclairage mathématique et les équations et l'abstraction qu'il y avait derrière, j'ai trouvé ça encore bien plus passionnant. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ce genre de phénomène quand vous êtes allé aussi dans les coulisses scientifiques. François, toi. Ça, c'est un peu au cœur de mon activité scientifique. Alors, pas la dynamique des galaxies, faut être honnête. Par contre, le cœur de ma recherche à moi, très brièvement, c'est d'essayer de simuler, de créer des modèles numériques de ce qui se passe sur les planètes, donc les atmosphères, les glaciers, tout ce qu'on peut voir, donc à base d'équations universelles. Et on essaye de faire en sorte que, au final, ce simulateur, cette planète virtuelle se comporte comme la vraie. Et après, on compare aux observations, alors on s'implique dans les observations, l'exploration, etc. Et il y a quelque chose qui n'est pas facile à communiquer, mais d'assez grisant, d'avoir un modèle mathématique basé sur des équations universelles qui se comporte comme ce qu'on observe. Alors qu'un système climatique, par exemple, on a l'impression que c'est un espèce d'animal. Il y a des millions de degrés de liberté, ça fait toutes sortes d'échelles, des tourbillons à toutes les échelles, les nuages se forment là, etc. Mais on arrive à le faire mathématiquement. Et voilà, c'est un peu mon kiff. Je trouve qu'il y a quelque chose de juste, inouï, de se dire que ces étoiles extraordinairement lointaines, tellement lointaines que juste l'humanité n'ira jamais. On peut dire qu'on va sur la Lune, peut-être sur d'autres planètes, mais les étoiles tellement lointaines que c'est physiquement impossible qu'on y aille, à des dimensions qui sont juste impossibles à imaginer, à appréhender par notre cerveau. Et pourtant, on le met en équation, avec coup de feuilles d'équations sur des feuilles de papier, à coup d'ordinateur, on peut prédire leur trajectoire, leurs évolutions, et quelque chose de fascinant sur le pouvoir des équations mathématiques pour décrire le monde. Oui, ce superbe langage universel qui permet de traduire des observations en une réalité physique. Ouais, l'astrophysique, ça se prête bien à apprécier les mathématiques comme quelque chose qui décrit le monde. C'est vrai, depuis toujours, c'est vraiment le truc classique. Alors, parlons un peu de vos recherches, et d'abord, quels sont dans les dernières années les événements qui vous ont marqué, les projets dans lesquels vous avez participé, où là vous avez dit « Waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire ». Et déjà, je reprends une question du fil du chat. Question, êtes-vous en attente d'une recherche ou étude en particulier que le nouveau télescope James Webb va effectuer ? François. Alors oui, ils vont faire plein de choses. Moi, je m'intéresse aux planètes. Tout à l'heure, on a parlé de la vie dans l'univers. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est un peu un fil rouge dans certaines de mes activités, mais pas de manière naïve. Je ne cherche pas les petits hommes verts. Par contre, j'essaye de mener l'enquête pour savoir si les conditions... Enfin, est-ce que la Terre est exceptionnelle, en fait ? Et pour l'instant, ce qui est bien, je dirais, c'est quelque chose qui est vraiment une de nos conclusions. C'est un de mes dadas, je raconte souvent ça. On a le sentiment qu'il y a quelque chose d'absolument exceptionnel dans notre système solaire, notre Terre elle-même. Il y a peut-être absolument exceptionnel, ce qui est quand même un message fort. Pour l'instant, la Terre est unique dans son genre, et c'est quelque chose d'extrêmement fort en matière Plus on creuse, plus on voit des choses. Alors, dans ce cadre-là, le problème, c'est que dans le système solaire, pour ce qui concerne les environnements, les atmosphères, on a peu d'exemples. Et ces exemples-là, en fait, si on ne les avait pas, on aurait du mal à les imaginer. Donc moi, je suis impatient qu'on remplit notre zoo de planètes, notre zoo d'atmosphère et d'environnement ailleurs. Et avec le James Webb, on va pouvoir observer certaines planètes autour d'autres étoiles, donc des exoplanètes, et caractériser leur atmosphère.
J'ai quelques planètes que j'adore, du genre le système trappiste. Système trappiste. Alors, une petite étoile. Et, donc, et là, autour de ce système, avec le James Webb, on s'attend à pouvoir caractériser jusqu'à 6-7 atmosphères. Et donc, multiplié par 2, tout d'un coup, notre zoo de planètes et d'atmosphères. Et donc, nous aider à comprendre, voilà, est-ce que la Terre est unique ou pas? Quels sont les mécanismes qui contrôlent l'environnement ailleurs? Et donc, vraiment, je suis impatient. Ouais. Alors, dans quelques minutes, on devrait se retrouver en ligne avec Didier Queloz, qui est le premier découvreur d'une exoplanète certifiée. Ça lui a valu le prix Nobel de physique en 2019, mais la découverte était bien avant. On parlera de ces exoplanètes. Et avant, j'aimerais qu'on revienne sur un autre sujet aussi. D'abord, la même question à Nabila. Du James Webb, est-ce que tu en attends quelque chose? Alors, je pense que James Webb va vraiment répondre à une des questions, en tout cas on espère qu'il va répondre à une des questions fondamentales en cosmologie, qui est l'époque où se sont formées les premières galaxies et les premières étoiles. Et c'est assez impressionnant parce qu'on réussit finalement aujourd'hui avec justement nos modèles mathématiques, avec nos simulations, à avoir une idée assez globale et très bien décrite de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, avec une époque qu'on appelle la réionisation, on appelle ça aussi la sortie des âges. Une époque en quel sens? Au sens du temps, vraiment. Mais compter en... Alors, compter en années, alors comptons-la en milliards d'années. En milliards d'années. En milliards d'années, ça correspondrait à quelque chose comme 3 milliards d'années après le Big Bang, on va dire, donc 10 milliards d'années derrière nous, quoi. Et à cette époque-là, en fait, on sort des âges sombres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de source de lumière du tout, et il y a une transition de phase où on commence à former les premières étoiles et les premières galaxies. Et en fait, on ne sait absolument pas comment ces étoiles et ces galaxies se sont formées. On ne sait pas pendant combien de temps ça s'est passé. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre univers est rempli d'un gaz ionisé, et donc cette lumière formée par les étoiles ou émise par les étoiles et les galaxies a transformé le gaz qui nous entoure. On sait ça précisément, mais on ne sait absolument pas ce qui a causé ça. Et donc ça va un peu lever le voile sur cette époque en observant les galaxies les plus lointaines et en essayant de contraindre cette époque de sortie des âges sombres. En quelques mots, en quoi James Webb il va apporter un plus? Qu'est-ce qu'il va faire qui nous permettra de voir plus loin et mieux que les prédécesseurs? Alors, il y a deux aspects. Il y a la taille du télescope qui est plus grande et donc qui va permettre d'aller voir des objets beaucoup plus fins. Le fait que le télescope soit refroidi, un télescope qui est refroidi, c'est un télescope qui, grosso modo, devient de plus en plus sensible à des sources de lumière faibles. Et ces galaxies qui sont très, très, très lointaines, elles sont lointaines de 10 milliards d'années derrière nous, si elles émettent, même si elles émettent énormément à l'époque où elles se sont formées, leur lumière va être beaucoup plus atténuée quand elle va nous arriver. Et donc, on a absolument besoin d'avoir des télescopes refroidis et des détecteurs très très sensibles pour mesurer cette lumière très ténue. Et c'est ça que James Webb va apporter, effectivement. Alors, parlons un peu d'observation astronomique. Dans le chat, il y a certaines questions qui viennent sur la pollution lumineuse. Ici, on est plutôt a priori sur l'observation amateur. Encore que, est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui de pollution lumineuse ou de pollution par d'autres choses? On parlait récemment des constellations spatiales lancées par Elon Musk et autres comme d'une gêne pour les observations astronomiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que aujourd'hui, en 2022, combien c'est plus difficile d'observer le ciel qu'avant? Alors, il y a la pollution lumineuse historique, qui est simplement la lumière des villes, et qui gêne de plus en plus pour nous le regard vers les étoiles, et l'accès comme ça, on a toujours les yeux pleins de lumière. Et puis, si vous êtes effectivement astronome amateur dans la banlieue de Paris, vous aurez toujours un ciel un petit peu pas idéal. Bon, il existe des endroits où il y a des télescopes professionnels qui sont un peu gênés par la pollution lumineuse des villes, mais il y a eu pas mal d'efforts souvent pour atténuer ça. Mais le vrai problème, l'actualité, c'est effectivement, c'est ce qui est nouveau, c'est la multiplication des constellations de satellites, en particulier satellites de communication, et en particulier les satellites Starlink de chez SpaceX. Alors il y en a d'autres, mais surtout ceux-là, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, et qui multiplient en fait le nombre de satellites, les petits points blancs lumineux qu'on voit passer dans le ciel. On a toujours il va y en avoir de plus en plus, si on a bien compris. Là, il va y en avoir une énorme multitude. Alors, c'est vrai que au niveau, simplement, ça va mettre un peu d'animation dans le ciel d'été pour nous, pour les non-professionnels.
Alors c'est une forme de pollution, de la même manière que la journée, les traînées des avions sont gênants. Alors personne ne s'est jamais trop plaint de ça, mais c'est une forme de pollution visuelle. Donc ça c'est un aspect. Mais surtout, pour les télescopes professionnels, les meilleurs qu'on puisse faire, on est en train de construire des télescopes qui font 30 mètres de diamètre, qui devraient révolutionner notre connaissance, on va être gênés par ces nouvelles constellations. Et de mon point de vue, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça a été un choix économique, industriel de faire des constellations. On aurait pu avoir en tout cas, pas un choix politique. Ça a été imposé en fait. Voilà, c'est pas un choix. En fait, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut comprendre la motivation de créer. On peut comprendre. On peut en discuter. Hein. J'imagine que. Oui, une fois que c'est fait, c'est un peu dur de. C'est pas tellement ça, mais on peut comprendre le concept de créer un Internet. Franchement, on peut être contre, mais on peut aussi le comprendre. L'idée qu'il y aura Internet partout et que surtout des régions absolument isolées puissent avoir accès à Internet comme tout le monde, etc. Donc ça, si on est d'accord avec ça ou pas, bon, c'est une chose. Mais pour atteindre ce but-là, on aurait pu aussi faire des constellations avec beaucoup moins de satellites. Et là, il y a eu un choix stratégique de dire, oh ben non, c'est mieux d'en faire des dizaines de milliers. Dizaines de milliers, c'est bien ça qui est prévu. Oui, et donc SpaceX a prévu d'en mettre 40 000, il doit y en avoir quand même déjà quelques milliers, et ils viennent de demander une extension d'encore 20 000. Donc ça là, ça va être très impressionnant. Mais c'est catastrophique aujourd'hui pour les observateurs. On est d'accord, ça va être de pire en pire. Non, mais pas les observateurs amateurs, les observateurs professionnels. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Ah d'accord, parce qu'en fait, il y a l'aspect, on encombre l'espace. Ah pardon. Non seulement on encombre l'espace, mais c'est pas que les amateurs, c'est aussi pour les professionnels. Oui, parce qu'on encombre l'espace, mais en fait, on encombre aussi le ciel observé par les télescopes au sol. Parce qu'aujourd'hui, les télescopes au sol, ils regardent quand la nuit est noire, et quand ils voient le ciel, en fait, ils voient une multitude de traînées. Et le signal intéressant, les observations de galaxies, les observations d'étoiles, elles sont complètement noyées. C'est une catastrophe. Merci de le bien me dire. C'est ce que je voulais dire, mais j'étais un peu vite. C'est parfait. Une catastrophe. Vous avez entendu la parole forte de Nabila ce soir pour parler des constellations et de la pollution qu'elles représentent pour nous tous. Avec nous ce soir en visioconférence pour enrichir le débat, Didier Queloz. Est-ce que nous avons Didier en ligne? Bonsoir. Ah oui, je suis là. Ah. Je suis là. Le son se règle. J'ai l'impression que Didier, tu nous entends, mais moi je ne t'entends pas encore. Oui, j'ai bien écouté votre débat, très intéressant. La technologie, c'est ce qui marche presque. Elon Musk nous dirait, vous voyez, si vous aviez eu Starlink, vous auriez eu Internet. Je sais. Voilà, je suis là. Voilà, nous t'entendons. Bonsoir Didier. Bonsoir. Didier, d'où est-ce que tu nous rejoins? Bon, là, je suis en Angleterre actuellement. Je suis dans une vieille bâtisse en Angleterre qui s'appelle Trinity College. Trinity College, un endroit qui est chargé d'une grande histoire scientifique. Didier, on va dire que tu es astronome, planétologue, que tu as à ton actif, entre autres exploits, celui d'avoir eu l'honneur d'observer la première exoplanète certifiée. C'était le prix Nobel en 2019, mais cette observation, elle datait de bien avant, n'est-ce pas ? Oui, là, c'était une aventure qui date de 95, en fait. C'était la préhistoire du domaine. Ça paraît assez incroyable que si on revient suffisamment en arrière dans le temps, l'idée même qu'il y ait des planètes autour d'autres étoiles était loin d'être évidente. Et effectivement, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Tu es tombé dans la marmite de l'observation spatiale. Alors ça, c'est toute la magie de ce que j'appelle la physique. C'est que moi, je me qualifie plus comme un physicien expérimentaliste, c'est-à-dire que je fais des expériences pour aller découvrir l'univers. Et à ce moment-là, on a construit avec tous les ingénieurs de l'Observatoire de Haute-Provence une machine qui était proprement révolutionnaire, avec beaucoup d'astuces qui permettaient de mesurer la vitesse des étoiles de manière très précise. On a commencé un programme systématique qui consistait à mesurer cette vitesse sur une centaine d'étoiles. Et puis, à la surprise de tous, y compris de ma surprise et surtout de mon superviseur, on est tombé sur la planète qui tourne en 4 jours autour de l'étoile 51 Pégase. Une planète donc, qui fait le tour de son soleil
en 4 jours seulement, et ça ne faisait pas partie des possibles envisagés à l'époque. Non, ça a été un choc total. Pour vous donner un peu l'idée de l'effet de surprise, c'est que personne s'attendait à trouver le moindre résultat. D'ailleurs, Michel Mayor, mon superviseur, m'avait dit, écoute, tu démarres le programme, moi je vais faire mon sabbatique à Hawaï, et puis voilà, puis après tu feras ta thèse sur les premiers résultats. Mais les premiers résultats, c'était de démontrer que l'instrument fonctionnait essentiellement, puis démarrer un autre programme sur un amas jeune. Et évidemment, pour imaginer sa surprise quand 2 mois avant son retour, je lui ai envoyé un fax, je lui ai dit, écoute Michel, je crois que j'ai trouvé une planète. Il a été un peu sous le choc, il était gentil, il m'a dit oui, on verra bien. Je pense qu'il ne m'a pas cru du tout, il a fallu plusieurs mois pour qu'il le digère. Et moi, j'ai vécu un stress énorme parce que quand je suis tombé sur cet objet très très vite, j'ai pensé que tout ce que j'avais fait durant ma thèse ne valait plus grand-chose. Parce que voir un objet, une étoile qui n'est pas censée du tout avoir des variations de vitesse aussi brèves, vous avez l'impression que tout le programme, tout ce que vous aviez fait était faux. Donc ça m'a vraiment beaucoup préoccupé pendant plusieurs mois, à un tel point que je n'osais pas trop en parler parce que c'était un peu honteux que mon expérience ne fonctionne plus, jusqu'à ce que finalement j'arrive à la conclusion que mon expérience marchait merveilleusement et que finalement on était en train d'ouvrir un pan sur les exoplanètes qui n'était pas du tout attendu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. François, Nabila, ce que décrit Didier sur le moment où on se dit que tout est faux et qu'on est passé à côté de son sujet, c'est quelque chose qui vous est familier ? Oh, complètement. Complètement, en fait. Et c'est absolument nécessaire, en fait, de passer par cette phase. Alors après, c'est mieux de passer par cette phase soi-même que de devoir lutter contre toute une population de chercheurs. Mais c'est sûr que c'est absolument sain de remettre en cause, de regarder différemment, de tout réanalyser et ainsi de suite. C'est ça qui fait que les résultats scientifiques sont validés. Ça fait partie de la démarche scientifique, en fait, hein, de se faire critiquer par son approche, pour ses hypothèses, de devoir convaincre et de devoir le faire, pas simplement avec des mots, pas simplement avec celui qui criera le plus, mais vraiment en démontrant, en utilisant justement le langage mathématique, le langage physique, les expériences scientifiques, la reproduction des expériences. Donc tout ce qui est la vie d'un scientifique normal et qui devrait être la vie de tout le monde, quoi. Pas juste des scientifiques. Et toi, François ? Oui, ce que je peux dire, c'est que quand on est, pour les jeunes chercheurs, ça peut être une tentation que le travail montre ce à quoi on s'attend. Il y a même des chercheurs qui trichent pour que ce soit le cas, et c'est catastrophique. Alors qu'en réalité, très souvent, on trouve quelque chose qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attend, donc on a le sentiment qu'il y a une erreur. C'est vraiment, cette histoire-là, elle est assez universelle, et en fait, c'est justement cette anomalie qu'on peut des fois publier un peu de manière tristounette en disant, bon, j'ai un truc bizarre, et en fait, c'est ça qui parfois amène un prix Nobel, quoi. C'est le truc bizarre qui mène parfois un prix Nobel. Didier, comment entre le moment donc, où tu te dis finalement j'ai raison, la première publication, j'imagine c'est quelque chose, c'est un souvenir marquant, et entre la publication et la récompense, en tout cas celle que tout le monde retient, le Nobel, il se passe quoi ? Disons, j'ai appris beaucoup de l'humanité et de mes collègues à ce moment-là. Ça a été assez atroce pendant beaucoup d'années parce qu'on s'est trouvé à contre-courant de toutes les théories et j'ai découvert qu'il y avait une bonne partie de mes collègues physiciens qui avaient une démarche parce que la théorie ne le dit pas, alors c'est pas vrai. Et ça a été très dur. C'était très très dur. Je pense qu'il m'a fallu une dizaine d'années pour survivre à la découverte. Et je dis bien le mot survivre parce que la découverte était tellement spectaculaire, en plus émotionnellement chargée avec toutes les fausses annonces qu'il y avait eu les 50 dernières années sur ce sujet. Ça a été très dur. J'ai pu, on va dire, résister parce que j'ai finalement été de l'avant. J'ai eu de la chance de pouvoir continuer, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager, d'avoir d'autres expériences, et puis j'ai mis la planète derrière moi. C'est bien des années plus tard, à peu près 10 ans plus tard, que j'ai commencé à, on va dire, à savourer cette découverte et à réaliser ce qui s'était passé. Parce que, vous savez, quand vous faites quelque chose qui est contre la théorie planétaire, qui est basée sur des milliards d'investissements qui ont été faits par des sondes spatiales qui sont allées explorer toutes les planètes du système solaire, qui ont confirmé la théorie de formation planétaire. Vous arrivez à quelque chose de tellement bien construit dans le système solaire, et vous trouvez une planète qui ne doit pas exister. Sincèrement,
vous vous trouvez naturellement contre l'ensemble de la communauté. En plus de ça, ces deux illustres inconnus dans un illustre pays, ça ne vient pas de la NASA, ça ne vient pas des États-Unis, ça ne vient pas de grandes personnes connues, vous vous trouvez en porte-à-faux complet de la communauté. Donc j'ai beaucoup appris à ce moment-là, mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, il y a certains de mes collègues qui m'ont dit, tu sais Didier, de toute façon en science, c'est le temps qui parle. Donc tôt ou tard, c'est simple, soit tu as raison, et puis le temps va parler en ta faveur, soit tu as tort, puis ça ne va pas être très drôle. Donc finalement, le temps a parlé en ma faveur. Les systèmes planétaires sont beaucoup plus diversifiés que l'image qu'on en avait, assez restreinte par la vision des planètes de notre système solaire. Et c'est tant mieux parce que ça ouvre des horizons absolument merveilleux. François, une réaction? Oui, je suis impressionné d'entendre ça parce que moi, j'étais là, je suivis ça. Et j'avais le souvenir, pour moi, d'une gloire instantanée, Oui, une admiration, et tout le monde convaincu rapidement, de mon point de vue. Donc on voit que les perceptions sont différentes. Et je pourrais même souligner le fait que, de mon point de vue, ce prix Nobel, qui est évidemment mérité, qu'on a tous souhaité pendant des années, c'était pas seulement pour la première, mais c'est finalement parce que cette méthode, ça a créé, c'était aussi pour les centaines de détections qu'on suivit, qu'on permet de faire des tas statistiques et de créer une révolution scientifique qui a démontré que il y avait d'une part des planètes à peu près autour de toutes les autres étoiles, pour faire simple, et que surtout le système solaire n'était pas du tout typique, qu'il y avait une énorme variété de révolutions énormes. Alors la première, tout le monde s'y attendait parce qu'il y a des planètes partout dans Star Wars, mais on n'en était pas sûr du tout. Et c'est une révolution, donc grâce à Didier et donc à ses collègues. Et encore une fois, cette première découverte, il dit il y a quelques années, bah non, ça a été suivi plein d'autres découvertes, on est tous là absolument fans. Donc je ne pensais pas la peine de rassurer Didier, mais quand même pour moi, on a été convaincus très fort. Et Didier avait des supporters et il ne le savait pas. Oh, je crois qu'il le sait. Il le sait, il le sait. Didier, tout à l'heure, on se posait la question, ou en tout cas François disait, pour l'instant, la Terre est unique, au sens où c'est la seule planète qu'on connaisse avec ce genre de conditions. Et il y a la question qui vient toujours, est-ce qu'il y a d'autres planètes susceptibles d'abriter la vie? Quelle est ta position, ta conviction sur ce sujet? Et est-ce que tu peux nous parler aussi des recherches que tu fais et pourquoi tu te retrouves en ce moment à Trinity? Alors, bon, ça c'est un vaste sujet, mais qui me passionne. Je pense qu'on est en train de vivre une véritable révolution. Je pense qu'on n'en a pas tout à fait conscience. On est dans un mode de fonctionnement maintenant où, en gros, je dis toujours, il y a que trois grands problèmes. Si on s'intéresse à l'univers au sens vaste, il n'y a que trois grands problèmes à résoudre. Le problème, c'est l'origine et la nature de la matière au sens complexe et vaste, y compris celui de l'univers. L'autre, c'est l'émergence de la vie et le fonctionnement de la vie. Le fonctionnement, on le comprend assez bien, mais l'émergence, on comprend un type de fonctionnement de vie. L'émergence reste totalement mystérieuse et son évolution totalement mystérieuse. Puis le troisième, qui est encore plus fascinant, moi qui me fascine, mais pour lequel j'ai aucune connaissance, c'est le problème de la conscience. Le sentiment d'être conscient de ce qu'on fait. Pour moi, on n'a pas fait beaucoup de progrès sur la vie. On a fait énormément de progrès sur la matière ces 150 dernières années. On a une connaissance absolument extraordinaire de l'univers jusqu'à presque son moment ultime. On a encore des grosses inconnues, mais on a un niveau de connaissance qui est juste absolument phénoménal. Et l'astronomie, pour ça, est un terrain de jeu extraordinaire parce qu'on rencontre toutes les masses, toutes les tailles, toutes les températures, toutes les pressions, puis des objets totalement exotiques comme des trous noirs ou des choses comme ça. Maintenant, au niveau de la vie, finalement, on n'a qu'une seule version de la vie actuellement et on ne fait que comprendre que ces processus de fonctionnement. La notion de l'origine de la vie, comment on passe de quelque chose de non-vivant à quelque chose de vivant, est totalement inconnue actuellement. Alors, est-ce que c'est un processus automatique? Est-ce que c'est un processus très particulier? Est-ce que les conditions de ce processus, en fait, sont relativement simples ou elles sont très difficiles à obtenir pour non pas simplement démarrer de la vie, mais la faire se développer. Et sincèrement, on n'en sait rien. On n'en sait rien, il faut l'admettre, on n'en sait rien. Par contre, on est en train d'amener maintenant des faits observationnels, ce qui est tout à fait nouveau parce que vous avez toutes les théories excentriques possibles sur l'origine de la vie, mais ça, la science n'est pas faite de théories, la science est faite de faits et d'observations qui après permettent l'élaboration de théories. On est en train d'explorer avec un niveau de détail comme on n'avait jamais imaginé les planètes de notre système solaire et certains satellites de planètes géantes de notre système solaire. On va ramener des morceaux.
avec des moyens d'investigation absolument extraordinaires. On est capable sur Terre d'aller chercher des isotopes tellement rares qui sont 1 pour 1 trillion avec les machines qu'on a actuellement. On va pouvoir analyser la chimie, l'historique chimique d'évolution des géophysiques de ces planètes à un niveau inégalé. Et ça va se passer dans les 50 prochaines années. Pour Mars, ça se passe aujourd'hui. Dans 15 ans, on ramène des morceaux. Et puis après, il faut quand même réaliser qu'on a un nombre, on va le dire, infini de planètes autour de nous. Alors évidemment, pas infini à observer parce qu'on est quand même limité par la distance, mais on a autant d'étoiles autant de planètes que d'étoiles. Ça, c'est quand même un des résultats majeurs. Si vous demandez qu'est-ce qu'on a appris en 25 ans, on a appris une chose. Les planètes, c'est banal. Il y en a partout. Il y en a sur toutes les étoiles. Partout, la seule question qu'on doit ça veut poser dire maintenant, donc des milliards de milliards? Oui, bien sûr. La seule question qui se pose, c'est à quoi elle ressemble. Et ça, c'est très ouvert comme sujet actuellement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'équivalents de la Terre. On a des équivalents de taille ou de masse terrestre, mais on n'a pas vraiment de planètes équivalentes. Et on connaît très, très peu la nature de l'évolution de ces planètes, en particulier les planètes rocheuses. Quand on regarde l'histoire de la géophysique terrestre, c'est extraordinaire. La Terre des premiers demi-milliards est très différente de la Terre du milliard après. Il y a après l'émergence d'oxygène, etc. Il y a plein de phénomènes absolument incroyables sur Terre. Est-ce qu'on va les voir sur d'autres planètes, ces phénomènes? On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va recueillir des données. On est en train d'imaginer les futures générations de télescopes. On a des expériences actuellement avec les télescopes qui ont été mentionnés avant, qui sont en train de se développer sur Terre. Donc, on va avoir de l'information et on va faire des progrès. Ça va prendre des années, des centaines d'années. Et bon, ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'on est probablement dans le même état qu'était la physique à la fin du 19e siècle, quand les gens ont commencé à imaginer qu'il y avait une physique subatomique avec des phénomènes étranges qu'on n'avait pas compris. On est dans le même niveau de connaissance pour les problèmes de l'origine de la vie et la diversité des zones d'évolution de la vie sur d'autres planètes. Il va falloir 100 à 150 ans pour arriver à se construire une culture, une connaissance, mais on y est maintenant. Donc on est en train de faire exploser un domaine qui va, dans ces prochaines années, grossir et grossir. Et il y a un effet extraordinaire avec ce qui se passe actuellement, c'est que ce domaine, il est transversal. C'est-à-dire qu'il met bout à bout des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc on est des astrophysiciens, des géophysiciens, des chimistes, des biochimistes qui s'intéressent à ce domaine, et on a chacun notre regard, qui est très éloigné actuellement, qui est très différent, mais qui commence à converger vers quelque chose, une sorte d'idéal. Et c'est ça, cette vision que je trouve extrêmement enthousiasmante. Et là, par exemple, tu es en train de travailler avec qui en Grande-Bretagne? Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on essaie de résoudre des problèmes de base, simplement, qu'on va appeler de culture scientifique. La communauté scientifique est d'une curiosité infinie, mais elle est divisée de manière absolument incroyable. On ne peut pas imaginer le nombre de silos, le nombre de barrières qui existent en tant que science. Allez en tant que physicien faire une demande d'un sujet biologique. On va vous rire au nez. Allez demander à un chimiste de faire quelque chose en astrophysique. On va vous rire au nez. Donc il faut absolument qu'on casse cette séparation, qui est aussi un problème aussi de définition administrative des sciences. On est encore dans un domaine qu'on pourrait qualifier de type victorien. On a encore cette sorte de cliché avec les physiciens, les chimistes, les biologistes. Tout ça, c'est ridicule. Il faut absolument qu'on arrive maintenant à égaliser ces cultures pour qu'il y ait beaucoup plus de transversalité. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On met en place ce qu'on appelle des centres de compétences ou des centres de développement de projets où on met en commun des compétences et des budgets entre des communautés qui n'ont aucun moyen de travailler ensemble par construction de la communauté scientifique. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait. On a mis en place ça maintenant à Cambridge, on est en train de faire la même chose à Zurich, Munich a un développement similaire, il y a maintenant Harvard, il y a Chicago, on parle de ça à Caltech, c'est en train de se développer dans toutes les grandes institutions du monde actuellement. Il y a une sorte de mise en commun en réseau pour faire travailler les gens ensemble avec l'idéal, c'est vraiment un idéal, d'aller démontrer que la vie est quelque chose de commun et qu'il en existe également sur d'autres planètes. Maintenant, c'est un idéal parce que ça va être très, très difficile. Très, très difficile. Quand on entend Didier, on voit qu'il y a tellement de grands projets de sciences qui sont encore en train de se faire, des révolutions à venir. On a bien entendu son message de silos archaïques à casser. Et on voit ici qu'on a le mystère de l'exploration de l'univers dans toutes ces grandes distances qui rejoint la question mystérieuse, microscopique de la vie. Une réaction, François ?
Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit au sens où, encore une fois, je vais un peu me répéter, cette question, sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il d'autres terres? Elle est millénaire. La révolution actuelle, on fait des progrès et on a des perspectives de progrès et on peut faire l'enquête. Par exemple, pendant longtemps, c'était y a-t-il des planètes ailleurs? Ça y est, toc, la case est cochée. Parmi ces planètes, quelles sont celles qui vont être propices à la vie telle qu'on la connaît? Donc, par exemple, à de l'eau liquide. Grand mystère, grosse enquête, on progresse. Et puis après, il y avait l'histoire de l'émergence de la vie. Donc je répète un peu ce qui a été dit. Est-ce que si on met de l'eau quelque part et on attend un peu, la vie démarre ou il y a une chance sur 100 milliards ou ça va arriver systématiquement? On n'en sait rien. Donc là, c'est la question en cours, effectivement. Et ça, cette enquête, il l'a très bien dit, c'est quelque chose sur lequel on peut enquêter dans le système solaire, parce qu'on a quand même plusieurs environnements où il y a de l'eau. On va aller voir s'il y a des crevettes ou pas, ou autre chose. Mais donc c'est l'enquête qui progresse. Donc c'est qu'une enquête. Moi, je suis assez sur l'idée qu'on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire facilement dans les années à venir des spectres, c'est comme ça qu'on va dire en astro. Donc on va observer une planète puis découvrir qu'il y a clairement il y a de la vie. Moi, je pense que ça va être un sujet de débat. On va mettre 100 ans à conclure ou pas quand on aura eu des premiers indices. Mais l'enquête, par contre, elle est là, elle progresse et vraiment tous les ans, l'enquête avance bien, quoi. Une dernière question sur ce sujet que je tire du chat. Question, pensez-vous que le grand filtre sur l'explication au paradoxe de Fermi, c'est-à-dire que les civilisations sont condamnées à disparaître avant de coloniser la galaxie? Alors là, on est sur le type de questions qu'on voyait, de spéculation qu'on a pu voir en lien avec la littérature de science-fiction, en lien avec cette interrogation. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas de vie extraterrestre? Comment est-ce que vous pensez à cette question aujourd'hui, à l'aune de ce qu'on vient d'entendre aussi, d'une approche extrêmement différente du problème? Didier, un petit mot de commentaire? Remettons Fermi au milieu du village, si j'ose dire. Fermi, c'est pas Fermi au milieu du village. Il a juste dit, mais c'est sous la forme d'une boutade, il a dit comment se fait-il qu'on ne voit pas des extraterrestres? Il y a de la vie partout dans l'univers. Et il en a conclu, il y a deux possibilités. Soit la vie est rare, où elle apparaît, elle disparaît très vite, parce que les civilisations disparaissent quand elles peuvent se déplacer dans l'espace, soit les lois de la physique sont ce qu'elles sont, et ça reste quand même très difficile de se déplacer dans l'espace. Et ça, j'en ai quand même peut-être rappelé cette fonction de base. Ça paraît assez... on voit tout Star Wars et tous ces films. C'est une belle rigolade, tous ces films. En fait, essayez d'aller d'abord jusqu'à Mars, déjà, avec la vitesse d'escargot qu'on va, et vous allez mettre 6 mois. Maintenant, si vous allez avec la même vitesse d'escargot jusqu'à Mars qu'on utilise actuellement avec nos fusées, puis vous allez jusqu'à Proxima du Centaure, là, vous arrivez à des milliers d'années qu'il va falloir. Donc, en fait, pratiquement, l'exploration de l'univers, les distances sont tellement dingues. J'entends une année-lumière, c'est très, très loin. on a de la peine à ressentir cet élément-là. En plus de ça, il faut se rappeler que la vie est un processus d'évolution qui est adapté à notre planète. On est le produit de notre planète. Si on a cette biologie, cette chimie, c'est parce que c'est la chimie qui s'est réalisée sur notre planète, dans les conditions de notre planète. Prenez un humain, mettez-le sur la Lune, mettez-le sur Mars, promenez-le dans le système solaire, il n'a aucune chance de survie, à moins de recréer un environnement pseudo-environnement protecteur. Et cet environnement protecteur, il n'est pas évident. L'espace, ce n'est pas dangereux, c'est mortel, l'espace, même si vous êtes bien préparé. C'est pour ça que les gens, ils y vont le moins possible et ils essaient d'aller le plus près possible de la Terre. Aussitôt que vous allez un peu plus loin, les gens qui se baladent à 400 km dans la station spatiale, ils sont très protégés, ils sont encore sous la protection de la magnétosphère terrestre. Aller sur la Lune, ça devient un peu plus compliqué. Aller sur Mars, en gros, vous grillez, si vous n'êtes pas protégé avec des énormes couches de protection de l'activité du solaire. Donc, l'idée d'exploration spatiale est une idée romantique, mais qui est simplement peut-être technologiquement totalement déraisonnable. Et c'est peut-être simplement pour ça qu'on n'a pas de visite d'extraterrestres. Maintenant, il est aussi possible, en voyant la manière dont on gère notre vivant en fait, sur Terre, que plus une technologie se développe, plus éventuellement la vie est capable d'influencer et de modifier en fait, et de prendre contrôle en fait, sur tout ce qu'elle a autour. C'est-à-dire, en plus de se détruire elle-même, elle est capable de se créer elle-même, parce que c'est ce qui va se passer. Tôt ou tard, on fera de la vie en laboratoire. Maintenant, on la détruit, on a l'arme nucléaire, on se détruit très bien. Est-ce qu'on va arriver à se créer aussi? Et qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Il est possible qu'à un moment donné, l'instabilité créée par cette intelligence
soit destructive. Et ça veut dire que quelque part, on disparaît de nous-mêmes. Il est aussi possible que l'idée du vivant soit généralisée, mais l'idée du vivant qui évolue vers une entité qui est capable de conscience comme nous, ça soit quelque chose de relativement rare. Et ça aussi, cet élément. Donc, on ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Là, hein. Fermi, il a juste posé le problème. Je pense qu'il y a plein de manières de comprendre ce paradoxe. Une manière, c'est vraiment la manière catastrophiste, mais ce n'est pas la seule. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous. On retiendra ce vibrant plaidoyer pour Fermi, mais aussi la façon dont tu distingues bien l'observation et la recherche spatiale de l'exploration spatiale, au sens aller dans l'espace, qui, comme tu dis, est peut-être quelque chose de romantique, mais juste déraisonnable, inutile, impossible. On retient bien aussi ce que tu nous dis sur les grands films de science-fiction. Ça ne doit pas nous empêcher d'aller voir Dune ou de se prendre au jeu en voyant telle ou telle fiction, même si on sait bien que c'est impossible. Et ce que tu nous disais sur la facilité de détruire versus la complication de la création, ça ne peut qu'évoquer ce commandement de Léo Szilard: ne détruis pas ce que tu ne peux créer, commandement que l'humanité n'applique pas toujours. Cher Didier, un grand plaisir, c'est un grand plaisir de t'avoir reçu. Je sais que tu as d'autres obligations et que tu dois nous quitter maintenant. Peut-être une phrase de conclusion. La prochaine fois, j'espère venir dans ton studio. Absolument. Voilà, parce qu'apparemment, vous buvez des trucs, je ne sais pas ce que vous buvez, mais il manque quelque chose. On préparera une boisson spéciale pour toi. Un grand merci Didier et à bientôt. Un plaisir. Profitez bien de la journée, de la soirée. Au revoir. Un passionné nous quitte, un autre passionné nous rejoint dans quelques instants maintenant. Pour continuer la discussion et le débat avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Barraud. Aurélien, est-ce que tu nous entends ? Bonsoir Cédric, je vous entends très bien en ce qui me concerne. Eh bien, et nous aussi on t'entend, Aurélien. Tu es cosmologiste, tu as une vie de scientifique extrêmement fournie. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu recevais un prix, je crois que c'était de l'Académie des sciences, il y a quelques années de ça, on était un peu plus jeunes. Mais tu as aussi une vie de philosophe, une vie de vulgarisateur, une vie de militant. Tu es très connu pour tes prises de position publiques aussi. Et je vais lancer quand tu nous entends discuter de la recherche spatiale et de l'exploration, de l'observation, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Oui, je dois reconnaître que je suis très en admiration devant les travaux de mes collègues. Je connais très bien Nabila, d'ailleurs j'utilise les résultats d'une expérience sur laquelle elle a beaucoup travaillé et je trouve merveilleux ce qui a été fait en planétologie. Donc sur ce qui est de l'enthousiasme scientifique, évidemment, mon cœur est à l'unisson de tous les participants à cette émission. Et pourtant, en parallèle, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu indécent, mais en un sens pas du tout péjoratif, en tous les cas pas du tout insultant, dans cette appétence que nous avons pour l'ailleurs, alors que nous vivons sur une planète qui est une richesse absolument extraordinaire et que nous avons réussi à dévaster en un temps incroyablement bref. On a déjà tué, ça c'est pas mon avis, c'est pas le ressenti d'Aurélien Barraud, c'est un fait scientifique. C'est un fait. On a exterminé 65% des vertébrés, des invertébrés, des poissons, des populations d'arbres, etc., en quelques décennies pour certains, quelques années pour d'autres et quelques millénaires pour les végétaux. Donc la vie est littéralement en train de disparaître sur Terre. Là, j'insiste bien, ce n'est pas une peur du long terme, c'est quelque chose qui est déjà fait. On a déjà détruit les 2/3 des populations et on sait en plus que compte tenu de la forme des courbes actuellement de prédation qui est très supérieure aux courbes de ressources, on est véritablement dans une instabilité qui est nécessairement quelque chose qui va mener à un rattrapage drastique. Même les physiciens les plus géniaux ne peuvent pas échapper aux lois de la thermodynamique. Donc je trouve qu'à la fois la symbolique de cette destruction massive, on pourrait même dire de cette extermination massive de la vie sur Terre, et cette certitude de ce que nous sommes en train de mettre en place un système suicidaire, devrait peut-être nous enjoindre à regarder avec un peu plus d'émerveillement
notre environnement direct et peut-être un peu plus d'humilité. Ce ciel qui, je vous le rappelle, est lui-même en train d'être dévasté par les fous de Bezos, Musk et autres addicts de la destruction massive. Alors, François, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire sur le tourisme spatial, folie, la destruction de l'espace par les addicts de la technologie massive? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, Aurélien a été plus loin. Il a dit que finalement, cette activité au sens large de l'exploration spatiale ou du spatial tout court, parce qu'en fait, il y a un vrai sujet aussi un vrai sujet de réflexion pour ce qui concerne l'exploration humaine. Je pense qu'on peut distinguer l'exploration robotique à visée d'exploration du système solaire ou des télescopes Toi, tu as spatiaux. travaillé sur des missions bien comme sûr, ça, avec construire le robot qu'on envoie sur Mars. L'exploration humaine, qui est un sujet intéressant, mais qui mérite une vraie réflexion philosophique, parce qu'elle ne se justifie pas que par la science, pour faire très simple. Et puis, et au sens large, finalement, Aurélien, je pense, il dit juste le symbole même d'une fusée, c'est un problème. Alors, par contre, moi, je souscris tout à fait. J'ai une forte conscience de notre situation actuelle, avec beaucoup de conclusions similaires. Et voilà, c'est pas le sujet, si on se parle de l'espace. Donc là, après, il y a cette notion que l'exploration spatiale, la fusée, aller voir ailleurs, est symboliquement, parce que Aurélien est assez fin pour comprendre que c'est avant tout symbolique, c'est pas actuellement les fusées en tant que telles polluent, pour faire simple, elles polluent beaucoup moins que les vols d'avion qu'il faut pour organiser des projets spatiaux, de même que pour organiser des instruments de physique ou des télescopes à la surface. Donc c'est pas tellement le problème, mais donc il y a une symbolique qu'il faut se concentrer sur la Terre. Et donc ça, c'est subtil comme débat, très subtil. De mon point de vue, ouais, je pense que l'exploration spatiale a quand même beaucoup d'intérêt, même dans ce débat-là, pour mettre en valeur justement l'unicité de la Terre, et sans naïveté, hein, je dis ça, pour mieux comprendre comment fonctionne notre planète, ne serait-ce que par les instruments qu'on utilise autour de la Terre, qui peuvent nous aider à faire plein de choses, comprendre ce qui va se passer, contrôler ce que chaque pays va prétendre faire en termes de production de CO2, etc., etc. Alors, on dit même, n'est-ce pas, je vais faire deux commentaires par rapport à ce que tu dis. Le premier, c'était une question que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Est-ce que les invités sont prêts à se reconvertir en agriculteurs? Et la question était provoque, bien sûr, mais elle était là. Est-ce que c'est notre devoir, dans un tel contexte de ressources, que les uns et les autres scientifiques, que de se reconcentrer sur des activités plus en prise avec ouais, c'est de la provoque, mais c'est la provoque intelligente qui permet de réfléchir. Et la deuxième, on dit que, en particulier, les premières consciences du réchauffement terrestre et de l'effet de serre, elles ont été obtenues en étudiant ce qui se passait sur d'autres planètes, sur Vénus, avec des travaux de Hansen et d'autres. Donc il y a toute une notion d'exploration de la Terre à partir aussi de la recherche spatiale. Un commentaire, François? Je laisserai la parole. Nabila. Non, mais je vais quand même juste, après avoir répondu brièvement, oui, c'est vrai que je sais bien qu'Aurélien parle finalement de ce qu'on va faire à l'avenir et qu'il faudrait symboliquement se concentrer sur une urgence énorme. Je suis d'accord. Mais on peut aussi se dire, bon, si on n'avait pas exploré nulle part ailleurs, si on avait décidé que jamais, c'est pas utile, il ne faut pas aller voir ailleurs, il faut se concentrer sur la Terre et soyons aveugles, ne regardons pas comment fonctionnent les autres planètes. Il y a quelque chose, on sent bien que c'est regrettable. De la même manière qu'en médecine, pour comprendre comment fonctionne le corps humain, eh bien, il a été important de voir comment fonctionnait la biologie au sens large, les autres animaux. Donc il y a un peu cette notion-là, et qui n'est pas qu'une, à mes yeux, qui n'est pas qu'une une forme un peu naïve de justification philosophique. Je pense qu'il y a quelque chose de réel. Bon, après ça, soyons honnêtes, on n'avait pas nécessairement besoin de Vénus pour comprendre l'effet de serre. Vénus a été particulièrement utile surtout pour la résolution du problème de la trou dans la couche d'ozone. Ça a été. Tu peux nous en dire un mot, quoi? Tout simplement, quand on a fait les premières études sur Vénus, là on est dans les années 70, on a découvert beaucoup de chlore dans l'atmosphère de Vénus. Donc on a commencé à se dire, qu'est-ce que c'est que cette chimie? On n'a presque pas de chlore dans l'atmosphère terrestre. Donc il a fallu faire des expériences en laboratoire, mesurer les vitesses de réaction, commencer à faire les premiers modèles où on essayait de comprendre pourquoi il y avait du chlore comme ci, du chlore comme ça, etc. Et les mêmes chercheurs à peu près, des gens comme Molinard, Hollande, qui ont eu ensuite le prix Nobel parce qu'ils ont résolu le problème, ont pu utiliser ces informations-là quand ils se sont grattés la tête pour essayer de comprendre ce qui se passait sur Terre, puisque finalement on a découvert que la destruction du trou dans la couche d'ozone, c'était lié à la chimie du chlore, donc lié à la production
humaine des chlorofluorocarbones qui étaient destructeurs pour l'ozone. Et donc finalement, c'est une belle histoire de dire, et c'est une réalité, que le fait qu'on ait déjà creusé le sujet, le problème pour Vénus a accéléré, ça va, on aurait peut-être résolu quand même, il ne faut pas non plus surévaluer ça, a accéléré la résolution et la compréhension de ce qui se passait sur la Terre. Donc voilà, c'est encore plus clair que l'effet de serre. Mais l'effet de serre permet de bien tester, puis quelque part de répliquer... l'étude des autres planètes permet de répliquer de manière assez forte aux climato-sceptiques qui sont de moins en moins nombreux, mais qui ont créé tellement de dommages. Nabila. Alors, je suis très contente que François ait parlé aussi longtemps parce que ça m'a permis de réfléchir. Tu t'en tireras pas si bon compte, toi aussi tu vas parler. Non, mais en fait, je pense que la question qui est posée crûment par Aurélien, elle est vraiment très très profonde et très très complexe. Alors ça sort complètement de ma zone de confort, aussi bien en termes de compétences que de lecture, que de recherche. Je suis loin d'avoir le profil ou le périmètre d'activité qu'Aurélien a et sa réflexion sur tous ces sujets. Mais dans ma petite réflexion de citoyenne, là je parle de citoyenne et d'habitante de la Terre, je me dis que je comprends l'urgence et donc l'importance de se dire ok, il faudrait peut-être tout arrêter, mais je n'arrive pas à me convaincre que finalement les hommes ont toujours quelque part détruit leur environnement. Je pense que les premiers villages humains qui ont commencé à pratiquer de l'agriculture, justement, ont détruit leur environnement. Ont détruit la nature vierge, alors pas avec les mêmes niveaux, hein, ça j'en suis absolument certaine. Et donc quelque part j'ai cette, je dirais intuition, je sais pas, que le problème est certes lié à cette super technologie qu'on a, mais pas uniquement. Le problème commence à partir du moment où on transforme finalement une ressource, un domaine, en quelque chose de mercantile. On en fait du marché. Et je pense que c'est là où il y a le problème. On parlait tout à l'heure justement de SpaceX et d'Elon Musk, voilà. les constellations de Starlink. Et des constellations, en fait, les constellations, elles sont là pour faire des sous, pour faire de l'argent. Et je pense que c'est effectivement voir l'espace et voir le spatial comme une super grande source de cash. De la même manière qu'on a vu dans la Terre, dans la Terre au sens sous la Terre, sur la Terre, les forêts, une immense source de cash. Et je pense que c'est vraiment ça le problème. Après, oui, au stade où on en est, on devrait peut-être se dire que il faut tout arrêter pour ralentir cette fuite en avant. Mais je pense qu'il y a plus loin que ça. Il y a vraiment cette conscience qu'il faut remettre du sens dans ce qu'on fait et arrêter cette course en avant de consumérisme et de mercantilisation de tout, quoi. Alors voilà, c'est compliqué, c'est super compliqué. Je pense que tes paroles résonnent bien aux oreilles des Twitchers et des Twitcheuses, enfin des streamers, streameuses qui sont en ce moment connectés et qui correspond à quelque chose de très profond. D'ailleurs, je vois un commentaire. Docteur Aganim, la réalité c'est que l'humain est le plus grand destructeur qui ait jamais existé. On étudie ça en cours d'histoire de la biologie des populations, surtout au niveau des métazoaires et des végétaux et des micelles. Donc je pense que tu as mis dans le mille. Aurélien, un petit commentaire d'abord. Est-ce que tu trouves que nos deux invités ont plutôt bien répondu à ton interpellation? Ah mais moi je ne vais pas distribuer de bons ou de mauvais points. Je pense que leurs réponses sont extrêmement intéressantes. Et bien sûr, je suis dans une large mesure d'accord avec ce qu'ils ont souligné. Mais tu vois, François, c'est vrai ce que tu dis. C'est littéralement vrai. Mais avec ces arguments-là, on pourrait justifier, par exemple, les armes en libre circulation. Parce que parfois, ça a des effets positifs, incontestablement. Il n'en demeure pas moins que tendanciellement, c'est quand même une catastrophe.
Et je crois qu'il faut quand même garder en tête que la science, c'est de fait une part infime de l'industrie spatiale. Oui. Et je ne crois pas qu'on puisse justifier cette dernière sur cette seule motivation. Je pense que ça ne serait pas raisonnable, ça ne serait pas responsable et ça ne serait même pas sociologiquement correct. D'abord, il ne faut pas oublier les connivences qui sont quand même lourdes entre le spatial et le militaire. Je suis d'accord. Ensuite, il faut quand même reconnaître qu'en pratique, l'espace est en train de devenir une vaste foire publicitaire, commerciale, comme l'a dit Nabila. Je trouve ça assez sale, en fait. Oui. Le ciel, c'est un peu la dernière chose dont on pensait qu'ils ne pouvaient pas nous le retirer. Et en fait, même ça, ils savent le maculer. Vous avez vu ce projet d'hôtel spatial pour super riches, ces projets de stations-service en contrat, ces satellites artificiels qui sont en train de remplacer les étoiles, cette publicité cosmique qui est déjà en préparation. Et je suis parfaitement d'accord avec François, c'est un problème de symbole. Et je trouve, pardonnez-moi l'image, mais que comme une sorte de dernière érection nihiliste, les immenses structures phalliques des fusées signent en fait quelque chose de la faillite d'une humanité absolument aveugle et arrogante. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'étoffe des héros, c'est celle des Indiens qui luttent pour la survie de la forêt, celle des réfugiés qui luttent pour la survie de leur famille, celle des animaux qui luttent pour la survie de leur meute ou de leur horde, et que l'image aseptisée, stéréotypée, formatée de l'astronaute, c'est plutôt celle de l'hubris, finalement, de notre société qui a totalement perdu son chemin. Et Nabila, bien sûr, je suis d'accord avec toi aussi, et j'admire énormément ton humilité, parce que j'aimerais beaucoup avoir ton calibre scientifique, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec l'idée que c'est un problème génériquement, presque génétiquement humain. En fait, aujourd'hui, on fait face à l'échec, non pas de l'humanité, mais d'une très petite partie de la culture humaine, qui est la modernité occidentale. Oui. Et alors, c'est un peu paradoxal que ce soit moi qui te dise ça, parce Non, que mais... il y a des proximités culturelles non occidentales qui sont plus fortes que les miennes. Mais je pense que c'est pas vrai, c'est pas du tout systématiquement vrai, ça. Il y a beaucoup d'autres rapports au monde, en particulier en Afrique, dont on pourrait apprendre. Non, mais je vais tempérer ce que tu viens de dire, au sens où je suis passée de cette idée de dire que, par essence, quand on manipule son environnement, ce que fait l'homme, on le détruit, ok ? Et ça, c'est par essence. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais par contre, je pense que là où le problème se pose, c'est quand on mercantilise les ressources. Les ressources quelles qu'elles soient, que ce soit le ciel, comme tu dis, notre dernier rempart, mais aussi la terre et surtout la terre, en fait. Et ça, c'est un vrai... Enfin bon, l'objectif n'est pas du tout d'aborder ça, mais c'est une vraie réflexion de politique très très profonde, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, quel sens on met dans les actions qu'on a. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, souvent malheureusement, la science et les belles images qu'on obtient et le fait de faire rêver ou de motiver les jeunes est utilisé un peu, alors là je le vis aussi en tant que femme, comme la pin-up qu'on met devant les belles voitures pour vendre la belle voiture, quoi. Alors que derrière, il y a toute l'industrie, tout le fric, et effectivement, il y a aussi l'aspect armement qui en fait alimente encore plus le chaos dans lequel on est. Mais oui. Très important. Alors avant de passer la parole à François, je vais mettre une note de bas de page. Il y a toujours des titres et des sous-titres dans l'expression d'Aurélien qui est toujours très riche. Et quand il dit l'étoffe des héros, c'est aussi une allusion à un film qui parle justement de l'épopée des pilotes d'essai américains d'après-guerre, les aviateurs, les astronautes, la conquête de l'air, la conquête de l'espace. Et c'est bien la référence. Où est le vrai héros? Est-ce que ce sont ces explorateurs qui cherchent à tout prix à s'arracher aux lois de la pesanteur et à notre Terre, ou ceux qui cherchent au contraire à préserver ce qu'il y a ici-bas? François, une réaction? Oui, je voulais dire, j'ai apprécié la clarification peut-être d'Aurélien à l'instant, parce que je crois qu'il réagit, et c'est une question en fait, est-ce qu'il tenait le même discours peut-être il y a 5 ans au sens où, clairement, il y a quelque chose qui est apparu récemment, avec d'une part les constellations, donc la notion vraiment qu'on pollue de manière visible et un peu vraiment pénible l'espace proche, et d'autre part, on a cette explosion de la notion de tourisme spatial
pour grands milliardaires qui vont tout d'un coup avoir un budget, c'est rien du tout en termes de production de CO2, mais le symbole de production de CO2 par personne, on se dit, mais faire du tourisme pour ça, on voit bien l'idée, mais c'est à ce côté indécent. Et donc là, ça donne un vrai changement. Tout à coup, on se retrouve ici à mettre en se dire, mais attendez, l'espace, si c'est ça, voilà, je comprends, finalement je comprends cela. Alors évidemment, moi j'ai envie de dire, bah non, il y a espace et espace. Lui il me répond, bah non, ça c'est trop naïf, ça marchera pas, il faut y aller franco, sinon on donne ça, on prend ça, bref. Donc j'ai bien compris le message et finalement je souscris ça. Alors évidemment, moi dans mon rôle qui trouve quand même que par ailleurs, parmi ce qu'on peut faire de mieux, nous humains, c'est voilà, explorer ailleurs, essayer de comprendre comment ça fonctionne ailleurs grâce à des télescopes spatiaux. Donc ça prend des fusées. Et bon, moi je suis un peu naïf encore pour ça. Et alors donc ça me demanderait une vraie réflexion pour me dire, bah non, puisque vraiment ce tourisme spatial est symboliquement terrible, les constellations c'est vraiment, il faut arrêter tout pour raison de symbole. Alors évidemment, si la fusée est un symbole, voilà. Donc j'ai suivi son propos parce qu'il a bien mis ça en valeur. Et donc après, moi j'ai envie de défendre et de dire, bah non, distinguons les choses et ayons une réflexion sur ces différents aspects. Je répète, l'observation de la Terre, l'exploration du système solaire, l'observation spatiale en astronomie, l'homme dans l'espace proche, l'exploration du système solaire par l'homme, il y a des sommes d'argent, il y a du symbole. Puis ensuite, on arrive au tourisme spatial, à une pollution incroyable de l'espace proche. De proche en proche. Et alors, à chaque fois, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir. Et à chaque fois, il y a une forme de symbole. Parce que les constellations ne vont pas non plus détruire l'écosystème sur la Terre. Elles pourrissent un peu bon, alors, elles ne vont pas détruire l'écosystème dans la Terre, mais il y a un vrai... je reprends ce qu'a dit Aurélien, hein, c'est vraiment sale, effectivement. C'est vraiment sale le mot. Se dire quelqu'un vend l'espace de la même manière qu'il y a des dizaines d'années, ou en tout cas au moins 2 décennies, les gens ont commencé à mettre des brevets sur le vivant, quoi. Mettre des brevets sur le vivant, c'est un peu s'accaparer la richesse de toute la Terre pour aller la troquer, pour aller la revendre à ceux qui ont pas de fric. Donc tu vois, c'est un problème d'écologie typique, c'est-à-dire qu'il faudrait donner un coup à la pollution. Voilà, il aurait fallu donner un coup à cette pollution-là, de même qu'on n'arrive pas à mettre un coup au budget CO2, différentes choses, c'est vraiment le problème. Mais c'est vraiment un super grand dilemme. Hein. Enfin, étant dans le spatial au sens d'utiliser des satellites spatiaux, voire même de prôner, voire même d'en proposer, ainsi de suite, c'est vrai que c'est super compliqué après de se dire, ok, est-ce que je suis prête à arrêter ça ? Alors je dirais oui si tout le monde arrête, mais est-ce que pour autant non mais voilà, est-ce que pour autant Bezos et Musk et tous les malades ou même arrêteront, je sais pas du tout. On t'entend en tout cas très très impliqué, en tout cas très très consciente oui. Et très préoccupée de ces questions éthiques, de ces questions de modèles et de choix de société. Est-ce que tu le vois comme étant sur une autre sphère par rapport à ton engagement scientifique, ou est-ce que des fois l'un rencontre l'autre ? Non, l'un rencontre l'autre, parce que l'un rencontre l'autre. Je trouve qu'en tout cas que l'un rencontre l'autre. Par contre, ce qui est clair, c'est que je sens absolument que je suis dans une bimodalité, une ambivalence et un dilemme, effectivement. Voilà. Qu'en penses-tu, Aurélien ? Et au-delà de cette question, toi qui as été très, très identifié d'abord sur une carrière scientifique, très identifié sur une carrière d'intellectuel, je vais dire, dans le bon sens du terme, comment est-ce que tu lis les deux ? Est-ce que tu fais le lien entre l'un et l'autre ? Est-ce que c'est des plans différents ? Dans le même temps qu'on te laisse répondre à la question, j'en profite aussi pour proposer au chat, c'est le moment, chers amis, de poser vos questions, toutes celles que vous voulez, profiter de la présence de François, de Nabila et d'Aurélien pour vous déchaîner dans tout ce que vous avez toujours voulu leur demander. Et puis on t'écoute, Aurélien, sur ces différents aspects de ta vie.
Oui, non, mais ma vie, on s'en fiche. Mais je suis tout à fait d'accord avec Nabila. On est tous en dissonance cognitive, hein. D'ailleurs, je dois confesser, les amis, que j'ai moi-même signé pas mal d'articles d'une expérience spatiale, hein, qui s'appelle AMS et qui prend des données encore en ce moment sur l'ISS. Donc, on est tous coupables dans cette affaire. Personne ne doit être le donneur de leçons vierge et propre. En tout cas, pas moi. Mais je pense que vraiment le symbole, en fait, c'est plus qu'un symbole. Parce que si on réfléchit sérieusement, on se rend compte que le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, la pollution, l'acidification des océans, l'artificialisation des sols, en fait, ça, ce sont des symptômes. Ce sont des conséquences. Ce ne sont pas les causes. On ne peut pas les résoudre tant qu'on ne s'est pas attaqué à la cause de ça. Et la cause de ça, je crois, c'est un déficit de sensibilité à la vie. Et tant qu'on nommera progrès et croissance, le fait de raser une forêt gorgée de vie pour la remplacer par un parking de supermarché, parce qu'actuellement, ça, c'est de la croissance. Et ça, c'est du progrès dans la sémantique et la sémiotique de notre monde, alors il n'y aura absolument aucune chance de faire quelque chose de correct. Et effectivement, je pense comme vous deux que c'est là que l'effort doit porter. C'est pas la pollution des moteurs de fusée le problème. On est entièrement d'accord avec ça. Et il y a beaucoup de merveilles possibles avec la recherche spatiale. Mais je pense qu'il y a un effort absolument fondamental à faire sur l'identification de ce qui a de la valeur. Pour moi, c'est un problème axiologique. C'est pas un problème scientifique ni un problème technique. Et ça, je pense que c'est vraiment notre responsabilité collective et qu'on ne peut pas s'en défausser. Voilà. Est-ce que je peux juste... Vas-y, Nabila, oui, continue, on a un peu de temps, on a du temps. Tu as mis côte à côte deux mots, croissance et progrès. Et je pense que c'est peut-être là où moi je ne mettrai pas croissance et progrès au même niveau. Non, mais parce tu que as raison. Justement, parce que... construire un parking, ça n'est pas du progrès, c'est de la croissance. Non, mais ça ne devrait pas non plus être de la croissance. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Nous nous sommes fait voler les mots. Moi, je suis pour la croissance et pour le progrès. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de découplage entre la croissance du PIB et l'impact écologique. En réalité, on a même démontré maintenant qu'il y a surcouplage. Oui. Donc, c'est la situation la pire possible. Mais appelons progrès, appelons croissance. Le fait que l'intelligence scientifique augmente, que Cédric démontre des théorèmes, qu'on s'aime, qu'on s'entraide, qu'on fait croître les créations poétiques, artistiques, musicales, et tout ça ne pose aucun problème. En fait, c'est cette petite croissance de folie, d'hubris technique qui nous met tous dans le mur et qui est responsable d'une extinction en cours et qui est absolument injustifiable. Tout à fait d'accord. François, qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais pas me répéter. Non, mais oui, on pourrait généraliser. Jean, pour lancer encore la discussion, vous vous souvenez, vous avez vu Don't Look Up, j'imagine, et il y a d'abord, ça parle de l'espace, et aussi non, parce à un que moment. Je n'ai pas Netflix. Toi, tu n'aimes pas Netflix, alors tu as une position et je n'ai pas de télé. Et non. Je l'ai vu. Toi, tu l'as vu, voilà. Nous, on est paumés dans le capitalisme. Et dans Don't Look Up, il y a Aurélien lui aussi l'a vu. Et il y a cette idée de donner un prix à l'espace qui cause la perte de tout le monde, hein, parce qu'au moment où ils sont proches de trouver une solution, il y a le techno-solutionniste en chef qui dit surtout pas, ce satellite, il va nous rapporter des centaines de milliards, il faut trouver une solution, etc. etc. Est-ce qu'on trouve dedans quelque chose qui, au plan de la culture, justement, est un vecteur intéressant pour faire passer ce genre de message ? Aurélien ? Oui, non, mais ce film, c'est une petite merveille. Bon, pas en termes quand même d'art pictural, cinématographique, hein, on n'est pas avec Tarkovsky, mais en termes de message, il est parfait, ce film. Sincèrement, ne croyez pas que c'est une satire. Tous ces gens-là, tous ces fous, moi je les connais, je les ai vus, je sais qui est qui. Et vous savez, l'astrophysicien là qui va faire le pitre sur les plateaux télé, bah, vous l'avez en face de vous. Et à la pause pub, on vous dit « Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, mais il faudrait être un peu plus souriant. » Je dis « Non mais les amis, je suis en train de vous dire que c'est la fin du monde. »« Ouais, mais c'est pas grave, faudrait être plus souriant. » Je l'ai vécu, c'est moi, voilà. Et les copains qui vous disent à la fin « Ah, t'étais super sexy. » Tu réponds « Oui, mais c'était intéressant ce que j'ai dit. »« Ah, je sais pas, j'ai rien écouté, mais je t'assure que tu passais trop bien à l'antenne. » Et là, on se dit bah voilà pourquoi j'ai fermé les réseaux sociaux, voilà pourquoi j'ai renoncé à la médiatisation, sauf quand c'est des amis comme vous qui me conviez, parce qu'il y a une capacité de réabsorption du système qui est sidérante. En fait, vous faites le tour des plateaux de télé avec un message révolté, voire révolutionnaire, et vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire l'apologie de ce que vous croyez dénoncer.
C'est à la fois génial et pathétique. Génial et pathétique. François, Bah, personnellement, j'ai la chance de travailler dans un institut qui, depuis de nombreuses années, étudie vraiment le changement climatique. Donc, on a beaucoup travaillé. Et rappelle-nous cet institut. alors, ça s'appelle l'Institut Pierre-Simon Laplace, un certain nombre de laboratoires. Et moi, littéralement, j'étudie les autres planètes, mais en fait, au sein d'une équipe qui cherche à comprendre le changement climatique, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et dans ce contexte-là, ça fait vraiment de nombreuses années qu'on a une espèce un combat qui est maintenant que je pensais, que régulièrement je me dis on a bien gagné, et en fait je me trompe, à chaque fois ça revient, c'est le climato-scepticisme, c'est-à-dire tous ces gens, parfois des chercheurs, parfois qui vont être très contents de dire oh mais non mais c'est pas sûr, et à chaque fois je tombe de ma chaise quand je vois encore aujourd'hui en 2022 je vais dire non mais c'est pas prouvé tout à fait que, alors je dis mais c'est pas possible. Alors, et des gens comme ça, et donc il y a ceux qui te disent c'est pas prouvé, mais ils sont de plus en plus rares. Mais il y a aussi ceux qui te disent ouais c'est prouvé, mais de toute façon on peut rien faire. Ah, mais ça c'est déjà un autre, c'est déjà un autre débat. Moi je reste fasciné. Honnêtement c'est de moins en moins le cas, mais il y a encore peu de temps c'était complètement fascinant que des gens ça les arrangeait enfin je sais pas, cette malhonnêteté. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retrouvé quand même dans Don't Look Up finalement, l'image finalement voilà, l'image qui m'a marqué dans Don't Look Up. Pourtant il y en a beaucoup, hein. Mais moi celle où je me suis reconnu, c'est quand ils disent mais vous êtes sûr que, donc je vous rappelle, c'est une astéroïde qui va frapper la Terre, donc c'est un symbole, une métaphore, on file une métaphore, donc c'est une fin du monde qui va venir comme ça. Et il dit mais vous êtes sûr que la météorite va frapper la Terre? On est sûr à 99%. Ah, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr, ça veut dire que c'est pas sûr qu'on meurt tous. Et ça, c'était vraiment... Et c'est fou parce que finalement, chacun d'entre nous, on peut ressentir ça. Ah mais c'est pas sûr alors, s'il y a 1% de chance qu'on s'en sorte, c'est peut-être pas la peine de faire grand-chose. C'est une tendance humaine qu'on a tous. Et là, vraiment, c'est au cœur de ce qu'on a raté, quoi. Depuis 30 ans, c'est ce qu'on a raté, c'est ce qui a fait que des gens comme Donald Trump ont pu parfaitement être élus avec un peuple qui croit, je ne sais plus, 60-70%, qu'en fait non, c'est pas vraiment vrai le changement climatique. Donc en France, on a fait un peu mieux, mais bon, on a tous des tontons et qui disent oh mais non, mais je crois pas. Alors, et donc ça reste un combat, et donc c'est ça qui m'a frappé dans le film, et c'est ce côté-là. On n'est pas sûr encore, s'il y a peut-être 1% de chance, vous vous trompez, alors pourquoi changer? Quand je t'entends parler du pourcent, ça me revient à une autre anecdote où on va voir la différence. C'était sur la question de la réaction en chaîne, la question qui agite les scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut faire une bombe atomique avec l'uranium? Et à l'époque, Fermi, qui était le meilleur expérimentateur sur le sujet, lui, il dit ses collègues, non, mais j'y crois pas. Il y a très peu de chance, c'est même pas la peine d'essayer. Et quand on lui pose la question, il lui pose non, à peine peut-être 10% de chance, pas davantage. Et ce que tu sais, si on me dit que j'ai 10% de chance de mourir, je prendrais ça très au sérieux. À mon avis, il vaudrait mieux les faire, les expériences. Il a râlé, il a fait les expériences, il les a faites magnifiquement. C'était l'expérience de Fermi-Szilard. La réaction en chaîne a marché. C'était effectivement, y avait place pour la bombe atomique. Mais là, c'était à 10%, bah quand même, il faut vraiment y aller. Et finalement, ils l'ont fait. Comme tu dis ici, là, on est sur 99% dans le cas qui nous occupe, et même dans le sens inverse, exact. C'est surtout dans le sens inverse, absolument. Nabila, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je pense que, pour revenir un peu à ce qu'Aurélien disait, je crois que le fait que finalement, en Occident, hein, pour revenir à mes origines, le fait qu'en Occident, on est quand même coupé, enfin qu'en Occident, aujourd'hui en Occident, en tout cas ce que je vois moi de l'Occident, c'est qu'on est coupé quand même le lien entre l'homme et la nature, quoi, fait que les gens ne réalisent pas ce qu'est le réchauffement climatique. Et je le dis avec d'autant plus de facilité qu'effectivement, en Kabylie, ça fait 15 ans qu'il y a quasiment plus d'eau, qu'on creuse des puits de plus en plus profonds, que les rivières sont asséchées, que la végétation a changé, et là on le voit vraiment. Et des gens qui n'ont absolument aucune éducation, absolument aucune, des personnes âgées de 80 ans, 70 ans, qui sont jamais allées à l'école, disent par eux-mêmes, le climat change, oui, il y a du réchauffement, oui, il y a un problème. Et je pense que le fait de vivre finalement dans ces mégalopoles, dans ces villes, de se balader par train, par avion, en bougeant d'un point à un autre, fait qu'on a vraiment perdu quelque chose, quoi. On a perdu cette perception en tant qu'animaux, intelligents certes, mais animaux, de ce qu'est notre environnement de vie, en fait.
Et d'ailleurs, la Kabylie s'est invitée tragiquement dans l'actualité récente, puisqu'il y a eu Tout à fait. ces gigantesques Tout à fait. incendies pendant l'été. Tout à fait. Aurélien, comment toi tu as fait évoluer, tu nous as dit que tu as fait évoluer ton rapport aux médias, tu as pris une sorte de retrait, tu as changé ton attitude par rapport à ces problématiques. Où est le devoir de l'intellectuel selon toi aujourd'hui? En tout cas, ta réponse à cette question. Oui, écoute, je voudrais juste dire un mot sur ce que vient de dire Nabila. Moi, je trouve que c'est très important, ça. Tu vois, corrige-moi si je me trompe, Nabila, mais je trouve que le Hirak, là, qui a eu lieu en Algérie ces dernières années, c'était extraordinaire, en fait, parce qu'on a vu une jeunesse qui n'était pas du tout en train de réclamer une révolution écologique, évidemment pas, mais qui n'était pas non plus en train de réclamer de reproduire à l'identique les schèmes occidentaux. Il y avait, ça a raté pour des raisons politiques, on va dire, que tu connais bien, mais il y avait vraiment une aspiration à un peu d'air dans la maison, comme disait Deleuze, à ouvrir la fenêtre des possibles. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir quand même dans ces autres cultures qui sont à la fois extrêmement proches des nôtres, parce que pour le pire en quelque sorte, mais enfin il se trouve qu'on a un passé commun, et par conséquent, là j'ai encore un peu d'espoir, tu vois, je me dis qu'on est en position dominante, on est en position de force, mais on n'est quand même pas les seuls au monde encore, et je sais pas, moi ils m'ont fait rêver, voilà, ces jeunes dans la rue. Après mon rapport aux médias, je pense qu'il est vraiment pas très important, ni très intéressant. Moi je me suis retiré pour 1000 raisons personnelles et professionnelles, mais en revanche, Cédric, je crois que ce qui est du rôle de l'intellectuel, pour moi, ce qui est important, en fait, même si je ne me considère pas forcément comme un intellectuel d'ailleurs, mais le rôle du citoyen, tout simplement, c'est quand même de hiérarchiser les priorités. Je suis parfois, j'avoue, un tout petit peu agacé par mes collègues très coincés du cul, qui ne supportent pas de s'engager dans la pensée spéculative concernant l'écologie, alors même que notre travail de chercheur, c'est de travailler avec la pensée spéculative. Moi, je fais des cours de Master 2 sur l'évaporation de Hawking des trous noirs. Pardon, mais la théorie quantique des champs en espace courbe, on ne l'a jamais vérifié expérimentalement. Donc c'est spéculatif, mais ça pose aucun problème. Alors que, comme on vient de le dire, quand on parle du réchauffement climatique d'origine anthropique, qui est estimé à une probabilité de 99,99995%, on voit des collègues nous dire, c'est peut-être un peu trop militant ça pour en parler à l'université, ça a tendance à m'agacer un petit peu, et je crois qu'effectivement, il faut quand même hiérarchiser nos priorité. Voilà. Là, on fait face à une menace existentielle directe. C'est pas mon ressenti, ce sont les mots de l'ONU. De toute façon, c'est déjà enregistré dans ce qui vient de se passer. Et sincèrement, les critères d'excellence scientifique, gardons-les pour nos théorèmes, voilà. Et puis, soyons un peu efficaces quand même pour sauver la vie, quoi. Un peu efficace pour sauver la vie. Merci Aurélien. Je crois que c'est excellemment résumé. Alors, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, je dirais qu'en revanche, peut-être, on baigne dans cette idée, dans cette réelle conscience que le réchauffement climatique, non seulement il est là, il est anthropique, il est catastrophique. Quelle est l'attitude du laboratoire face à la question du militantisme? Ah, c'est une bonne question et j'aurais du mal à répondre clairement. Là où on est tous d'accord, c'est un peu ce que j'évoquais, et c'est facile ça. C'est vraiment de faire passer le message, déjà. C'est plus facile maintenant qu'avant, mais de bien faire comprendre non seulement que le changement climatique est une réalité, mais les détails de ce que ça veut dire. Par exemple, il y a quelque chose qui, je trouve, souvent méconnu. Pour une raison simple, c'est que dans le cadre du GIEC et de les recherches, il y a un choix où ça se passe comme ça. On se focalise évidemment beaucoup sur 2050, voire 2100. Et on a un peu de mal à parler d'au-delà. Or, le au-delà est fascinant. Par exemple, est-ce que... Voilà, on est quand même... Je pense, on parle à un public qui est bien connaisseur. Est-ce que les gens se rendent compte que déjà, quoi qu'il arrive, nos travaux démontrent que le niveau de la mer va monter d'entre 2 et 6 mètres, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. À quelle échéance? C'est phénoménal, ça, 2 à 6 mètres. Dans les centaines d'années qui vont suivre. Et quoi qu'on fasse maintenant. Donc, alors, il y a des changements qui sont... Mais ça, je pense très souvent, je peux parler même à des militants, des gens vraiment passionnés, ils vont me dire, ah bon, c'est démontré ça? Bah oui, c'est comme ça. Et on peut raconter plein de choses comme ça, sur
les conséquences de l'acidification des océans. Je suis sûr qu'Aurélien hoche la tête. C'est incroyable les conséquences de cela. Donc on a des messages à porter et puis à démontrer que c'est une réalité. Donc bien sûr, au niveau du travail scientifique, c'est comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui va se passer. Donc il y a toute quand même une notion d'adaptation, malheureusement, je dirais. Mais on a un rôle aussi pour essayer de prévoir comment les choses vont se passer d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, pour dire dans telle région il va se passer cela. Des fois on ne sait pas trop, des fois on sait parfaitement, c'est quasiment démontré qu'il va y avoir là une des sécheresses très fortes, là au contraire des pluies diluviennes, et puis donc il y a ce message-là. Ensuite, pour ce qui est du militantisme, là, on va trouver tout un panel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, bien sûr, sur le fait qu'il faut lutter, mais par exemple, prenons un exemple, quelle fraction des climatologues, donc des gens directement impliqués, tous volontaires, vont être capables d'arrêter par exemple les voyages en avion? Ça c'est déjà pas évident. Tout en ayant conscience que nous, climatologues, on avait nous avons... débat à l'Assemblée nationale il y a pas longtemps. Non, mais c'est un débat qui est pas facile. Moi, personnellement, c'est une très grande tristesse de limiter mes voyages. J'adore voyager. Donc c'est une tristesse, point. Alors ensuite, de combien on limite? En plus, nous, on est motivés parce que limiter, c'est bien pour la planète, mais en plus, quand on est climatologue, limiter, c'est bien pour donner l'exemple, puisqu'on est au courant, on ne peut pas se cacher. Et donc ça, c'est pas évident. Franchement, on va trouver tout un éventail entre des gens conscients, qui ont arrêté de voyager en avion depuis déjà 20 ans, littéralement, il y en a, incroyable, enfin je les admire, et puis d'autres qui viennent, et on va trouver tout un éventail, on va tous être d'accord pour faire passer le message, d'accord pour qu'il y ait des politiques vraiment exigeantes. On va tous être d'accord, puis à titre personnel, ok, on va tous installer des pompes à chaleur, mais alors arrêter l'avion, ça c'est quand même déjà difficile. Donc là, voilà, il y aura tout un débat. Il y a toutes les gammes, il y a ceux qui limitent, ceux qui évitent le week-end, ceux qui coupent complètement, etc. C'est comme pour l'alimentation. Il y a les flexitariens, ceux qui font un lundi vert, ceux qui deviennent végétariens, ceux qui sont véganes, il y a vraiment toute la gamme des changements qui vont être là. Absolument. Donc on va être plus ou moins militant, plus ou moins, exactement comme disait Aurélien, plus ou moins... prudent dans son militantisme et la volonté de s'impliquer dans une politique et de rester au point de vue scientifique. Aurélien est choqué par ça. Moi, je le comprends aussi. C'est pas évident d'être plus ou moins au-delà de la parole scientifique, de dire mes modèles montrent que ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup d'entre nous vont dire moi, c'est pas mon boulot, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. François, une question sur le chat. Justement, quoi qu'on fasse, comment pourrait-on le démontrer? L'avenir n'est-il pas imprévisible? Il pourrait y avoir des événements non prévus par nos modèles qui pourraient inverser les tendances. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Quelqu'un qui dit, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on trouvera une façon d'empêcher que ça soit 3 mètres d'élévation du niveau des océans. Très bonne question. Eh bien, je l'ai évoqué au début pour ceux qui étaient déjà là. Pour la Terre en particulier, on a pu construire à base d'équations universelles des modèles du système Terre. C'est fascinant, hein, fascinant. C'est tellement impressionnant que des fois on pourrait être un peu sceptique, parfois pour de bonnes raisons, parce que ça ne marche pas pour tout. Mais il y a quand même des choses qui sont des processus physiques que ces modèles vont démontrer. Par exemple, le fait qu'avec l'augmentation des températures, le CO2 qu'il y a, peu à peu, avec la fonte inexorable de certains glaciers, plus la dilatation, quoi qu'on fasse, c'est ce que je disais, il va se passer ça. Alors vous allez me dire, je peux vous dire que si vous trouvez le mécanisme physique qui va empêcher ça, vous avez 3 prix Nobel d'un coup, quoi. C'est une remise en question de la physique à un point tel que en fait, quand on travaille dessus, on doit admettre, et c'est pas facile hein, parce que c'est technique, mais à un moment donné, il faut faire confiance aux autres et à la physique, que c'est inexorable. Et donc, c'est triste. On aimerait bien que ce soit autrement, et là on se retrouve dans le cas du... peut-être qu'il y a 1%, il y a 5% de chances que vous soyez trompé, que vous ayez négligé tel phénomène physique. On aimerait bien, mais en fait, les années passent, et plus ça va, plus les modèles sont complets. Plus les modèles sont complets, ça c'est vrai, mais surtout plus les modèles qui étaient un petit peu moins perfectionnés d'il y a 25 ans, la Terre a bien évolué comme était prévu à l'époque. Et on continue les modèles expliquent très bien ce qui se passe et où est-ce qu'on va. Et j'adorerais qu'on se trompe, j'adorerais. Mais non, la physique est là. Nabila, la physique ne se trompe pas pour l'instant. Ouais, alors je voudrais justement reprendre un peu ce que tu mentionnais sur le militantisme et un peu aussi en réponse à Aurélien.
Je vois vraiment un changement là depuis 5 ans, plus de 5 ans même, dans la communauté scientifique astrophysique, au moins celle que je côtoie, avec une vraie prise de conscience de l'impact de nos activités sur l'ensemble du climat, et sur les ressources en général, hein, pas juste sur le climat, mais sur les ressources aussi. Et finalement, ça va avec des prises des prises de position globales, donc des grands consortia, des ensembles de chercheurs qui se mettent ensemble pour, par exemple, développer des télescopes ou développer des satellites qui ne sont par eux-mêmes, bien entendu, très polluants et très consommateurs, mais qui font ce travail d'auto-inspection pour justement identifier quels sont, où faire les choix, où faire les coupes pour essayer de rentrer dans quelque chose qui est gérable d'un point de vue de notre impact ou de l'impact de nos activités sur la Terre. Donc il y a un vrai changement, et on le voit à tous les niveaux, dans les grandes messes de la discipline où toute la discipline astrophysique et astronomie se retrouve une fois tous les 4 ans. On a passé quasiment une demi-journée sur 2 jours à parler de l'impact de nos activités sur la planète. Et ça n'était pas vrai il y a quelque temps. Et donc du coup, moi aussi, j'ai l'espoir qu'il y ait quelque chose, une prise de conscience. Pour la physique et pour ce que tu mentionnes, effectivement, cette question, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, je suis désolée, ça va faire nu chez Bisounours, mais je pense qu'il y a un vrai problème qui est la culture scientifique. Je pense qu'il faut absolument augmenter la culture scientifique des gens pour que les gens puissent justement... je ne dis pas que les gens sont bêtes, mais pour qu'ils puissent réaliser dans un discours scientifique tel qu'il est présenté, justement, ce que veut dire le inexorablement. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va être... on ne va pas demander à tout le monde d'avoir des medal fields ou autres prix, mais néanmoins, je pense qu'il y a un réel problème de culture scientifique qui fait que les gens n'arrivent peut-être pas forcément à complètement appréhender ce qu'on dit quand on parle de modèles, quand on parle de données, quand on parle de prédictions, quand on parle de simulation et ainsi de suite, et qui finalement se rajoute à ça l'idée de se dire, bah oui, vous vous trompez, oui, on se trompe, et donc si ça n'est pas du 100%, il reste le 1%, là j'ai beaucoup aimé ce que tu mentionnais, et ce 1%, on discrédite tout le reste. Donc c'est des portes ouvertes, mais je pense que ça passe par là, quoi. Et ça revient à ce qu'on dit, à quoi est-ce qu'on donne de la valeur, qu'est-ce qu'on veut faire de cette société dans l'avenir, quoi. Alors, Aurélien, sur le chat, met en commentaire, on n'a même pas besoin du futur pour flipper, en fait. Il y a déjà des choses inquiétantes aujourd'hui. Et nous avons Unis Jam qui note que Jakarta déménage, risque d'inondation, pour risque d'inondation, vers une nouvelle capitale baptisée Nusantara. On est aujourd'hui en 2022 et des capitales entières qui déménagent pour anticiper un risque météorologique, et ça va être de pire en pire. Alors Nabila, tu nous parles de la culture scientifique, mais il n'y a pas que ça, je dirais, parce qu'il y a aussi un monde parfois de la compréhension d'un phénomène au fait d'être prêt à modifier le comportement ou à prendre des décisions. Il y a de la tête au cœur, il y a du chemin. Et ça, c'est le politique. Ça, c'est le politique. Et je suis désolée, la formation scientifique des politiques n'est pas au niveau des enjeux dans lesquels on est, quoi. Et on ne va pas ouvrir ces débats-là, mais elle n'est pas au niveau. Ils devraient tous regarder Fond Vert pour être bien au courant sur les débats et sur les questions scientifiques qui donnent des clés pour le politique. Chers amis, nous arrivons petit à petit à la fin de cette séance de Fond Vert consacrée à l'espace. Avant de conclure, j'aimerais bien quand même qu'on dise un mot les uns les autres d'événements scientifiques ou de choses scientifiques auxquelles vous avez participé, dont vous êtes fiers, qui résonnent bien en vous, de vos accomplissements, avec des mots techniques ou des images ou des choses comme ça. Aurélien, dans ta carrière scientifique, quelque chose dont tu es particulièrement fier que tu voudrais évoquer, juste pour l'amour, je dirais, de la découverte? Oui, en 5 secondes, je reviens juste sur ce que j'ai dit. Reviens, n'hésite pas.
et que tu as mentionné, oui, tu as remarqué que quoi que soit la question que tu me poses, je fais la réponse que je veux, c'est très pénible. Ouais, mais ici, on est sur un format décontracté, c'est bon. Non, mais je remercie Nabila quand elle a parlé du problème climatique, de cette reprise, en disant que ce n'était qu'une petite partie du problème. C'est vraiment très important, c'est pas un problème d'ingénierie. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, la question de savoir si peut-être on se trompe n'a vraiment plus aucun sens. Parce que, bien sûr, tout peut toujours être pire, ça c'est certain. Mais on a déjà flingué les 2/3 des êtres vivants de la planète. Comment est-ce qu'on peut se dire, en fait, il ne va peut-être rien se passer? Mais ça a déjà eu lieu. Là, en ce moment, en 2021, il y a 800 000 personnes en Europe qui meurent de la pollution chaque année. Il y a à peu près 750 000 personnes dans le bassin méditerranéen, côté sud, qui meurent de la pollution chaque année. C'est en train de se faire, c'est en ce moment. Donc en fait, quand bien même il n'y aurait pas de catastrophe à l'avenir, on est déjà dans la catastrophe. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. On n'est plus vraiment dans un problème de projection de modèle. Ça va empirer, hein, ça c'est certain, on est tous d'accord. Mais ce qu'on a est déjà alarmant au-delà des mots. Voilà. Alors, ce dont je suis fier scientifiquement, non, de pas grand-chose. Moi, quand je discute avec des jeunes et que je leur mets des petites étoiles dans les yeux, je suis content. Et puis, j'ai toujours l'espoir que le travail le plus intéressant, c'est celui que je ferai la semaine prochaine. Donc voilà. Bravo Aurélien, c'est sur cette... c'est une grande foi dans le futur, après tout, que de penser que le meilleur reste à venir. On dit que c'est la marque des enfants, on dit que les scientifiques ont su garder leur curiosité d'enfant, ce qui ne les empêche pas d'avoir un regard parfaitement lucide, comme tu le démontres parfaitement. Chers amis, des images, des réalisations, on passera, si on a des images ou quelques images, la régie nous enverra quelques images. Nabila, nous, quand on s'est rencontrés, c'était le projet Planck qui t'occupait, je crois. Oui, c'est mon deuxième enfant. J'oserais pas dire mon premier amour, sinon mon compagnon ne va pas aimer ça. Oui, c'est le projet de... C'est un projet Alors, de, là, c'est Planck, Planck la personne. Planck la personne, le grand, C'est pas lui, mon deuxième le amour. grand physicien Planck, l'un des pères de la physique quantique. Je vous rassure, j'ai Maintenant, si on a une image des grandes images de l'espace qui nous ont été données par le projet Planck. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est la concurrence. Alors, là, c'est François Alors, qui va tout la donner l'image. François. Alors, vas-y, François, pendant que la régie s'active pour trouver des images de Planck, François va nous commenter le joli petit robot qu'on voit là, qu'on va nous remettre. Ouais, là c'est un des robots qu'on a envoyé sur Mars. J'ai pas beaucoup travaillé sur celui-là, ça c'est Curiosity, sauf erreur. Oui, Oui, c'est et, Curiosity, non, parce on qu'il y a me dit. Persévérance qui ressemble beaucoup, mais je reconnais aux roues, vous voyez, puis à la tourelle, bon, je ne vais pas vous détailler. En tout cas, c'est un robot, c'est très impressionnant à voir, par contre, ça j'ai bien vu, qu'on a envoyé avec les Américains, avec une participation française. Vous voyez la tête qui est en haut, la blanche, l'essentiel a été fourni par mes collègues de Toulouse. C'est l'instrument SuperCam. En l'occurrence, fait quoi, là c'est CamCam, la version de Curiosity. Qui a quoi de particulier Il fait Star Wars, il tire dans les cailloux avec un laser à distance, comme ça il se met, il fait ça vaporise le caillou, il y a un petit spectromètre et on analyse la composition du caillou à distance. C'est une belle invention ça. C'est joli. Voilà, et donc, et puis... Et donc, toi, t'as moins travaillé sur celui-ci que sur d'autres. Moi, j'allais pas citer une de mes réalisations. On peut te le trouver. Le robot, l'autre robot, le tien, il Alors s'appelle. moi, ce que je voulais citer en temps réel, on va challenger. Ce que je voulais citer, parce que je vous ai dit que j'aimais bien l'exploration et j'étais fasciné, c'était une mission qui s'appelle New Horizons, donc surprise. New Horizons, on va le trouver. Et tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi toutes les planètes du système solaire, il y en avait une qui était loin, inconnue, mal connue, qui s'appelait Pluton. Et donc en 2015... Qui à un moment était même plus une planète d'ailleurs. Non mais c'est toujours une planète naine. Toujours une planète naine, d'accord. C'est la nomenclature. Mais c'est toujours est-il qu'on l'avait jamais vue puisqu'elle allait tellement loin, ça faisait quelques pixels avec les meilleurs télescopes. Et puis d'un coup, il y a une sonde sur laquelle j'avais la chance de travailler qui s'appelle New Horizons, qui a survolé le 14 juillet 2015 ce monde-là, Pluton. Et pourquoi je raconte ça? Parce que tout d'un coup, on a découvert un monde qui était magnifique. Et finalement, à chaque fois qu'on se balade dans le système solaire, on arrive quelque part qu'on ne connaît pas, on peut parler de comètes, d'astéroïdes, et à chaque fois c'est magnifique, la nature est magnifique, même sans vie. Hein. Et là, c'était particulièrement le cas, il y avait des falaises fantastiques, des glaciers qui coulaient, des glaciers d'azote solide, hein, c'est très exotique. Il fait moins 235 degrés sur Pluton, mais c'est vraiment magnifique. Glacier d'azote solide. Ouais. Et ça fait des paysages absolument magnifiques. Et quelque part, j'ai eu ce choc un petit peu de dire,
Pluton n'avait aucune raison d'être magnifique pour un œil humain, et il se trouve qu'elle est magnifique. Et c'est une sensation qui m'a frappé. Et donc voilà, je ne sais pas si... C'est un peu comme, je dirais, en science, qu'on regarde dans le détail un grain de sable ou une petite mouche, comme le disait, je me demande si c'était pas Aurélien tout à l'heure, c'était Aurélien. On découvre que c'est juste inouï, exceptionnel, magnifique, alors qu'on méprise le truc quand on le regarde de gros, de loin. Là, c'est à l'échelle d'un monde, ce sont des paysages, voilà, pour l'explorateur, c'est très amusant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que la régie nous a trouvé? Mais que voilà, Nabila. Donc voilà, c'est l'image que le satellite Planck donc a réalisée. Et pour moi, c'est l'image la plus émouvante, émotionnante, parce que ça existe, hein, je l'ai lu dans Victor Hugo, émotionnante. C'est la toute première photographie qu'on peut faire de l'univers. Et en fait, ce qui est fantastique dans cette image, c'est alors d'une part la science qu'on peut en faire. Hein, on peut étudier justement, grâce à cette image, l'origine de l'univers et toute son évolution pendant 13,8 milliards d'années. Et ça, c'est super fantastique de regarder ça juste sur cette espèce de fondu de couleurs, en mélangeant des méthodes statistiques, des mathématiques, de la physique, des simulations. Mais ce qui a été vraiment super enfin, ce que moi je trouve vraiment fantastique dans cette aventure, c'est que c'est surtout une aventure humaine. C'est une vingtaine d'années d'une équipe de 400 personnes, donc qui en fait a en même temps réalisé l'instrument qui a été lancé, qui a travaillé ensemble, qui a grandi ensemble, qui a vécu ensemble, qui a vécu des moments joyeux, des moments tristes. Et en fait, cette aventure humaine, plusieurs pays, plusieurs continents, avec de la compétition, mais avec surtout de la collaboration, ça a été fantastique en fait. Voilà. Et un grand sens de la confidentialité, n'est-ce pas? Il y avait... Certes, au moment où on s'était vu, effectivement, c'était absolument confidentiel. Tu avais gardé le secret. Quel était ton rôle à toi dans cette mission Planck? Dans cette mission Planck, moi j'étais responsable d'une équipe internationale de 80 personnes, et on était censé, et on a fait une étude qui correspondait à regarder et à tirer l'information scientifique de ce qu'on appelle les amas de galaxies. Donc ce sont en fait des agrégations de galaxies qui vont de la centaine aux milliers d'amas. Et grâce à ces amas de galaxies, en fait, ces amas de galaxies jouent un peu comme un effet d'ombre chinoise. Donc on voit la lumière du tout début de l'univers, la lumière du Big Bang, à travers ces amas de galaxies, et par ombre chinoise, on apprend l'âge de l'univers, sa composition, sa masse et son origine. Voilà, donc c'était ça. On voit toute l'émotion. Je dirais, il y a en tout cas un fil directeur commun à Aurélien, à François, à Nabila, c'est cette capacité d'émerveillement devant le monde, que ce soit le monde vivant ou le monde physique d'ailleurs, dans toute sa variété. Et en corollaire, l'importance absolue de le protéger, de le connaître, de le protéger, de ne surtout pas le gâcher. Et ce que nous a rappelé Aurélien ce soir, sans pitié, c'est à quel point nous sommes déjà en train de le gâcher. Nous avons déjà gâché une partie considérable de ce monde tel qu'il est là. Alors, pendant que nous parlons, la régie s'active et réussit à trouver exactement ce qu'il faut pour faire plaisir à François et pour qu'on se quitte sur une belle image. Alors François, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est Pluton, vu un peu à contre-jour. Et donc, vous voyez déjà une atmosphère qu'on voit très bien, qui est remplie de brume organique. C'est des espèces de suies liées à l'interaction du méthane avec le rayonnement du soleil. Et ça fait cette brume qui est bleutée. Là, si on la voyait en couleur, là, c'est une image noir et blanc, mais elle est bleutée de manière magnifique. Et sur la droite, on voit une espèce de zone lisse. C'est un immense océan, un glacier de glace d'azote. Et sur la gauche, si vous voyez, on voit des espèces de montagnes. On les distingue là, on les distingue ces montagnes. Et bien en fait, ce sont des falaises qui ont été sculptées par l'écoulement des glaciers d'azote, et on a des falaises de jusqu'à 5000 mètres de haut, donc un paysage incroyable qui évoque... sur Terre, les glaciers font des paysages fantastiques, Yosemite, le Groenland, etc. Et donc on a ça, et donc tout d'un coup, en une photo, tac, on a reçu ça, on a dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus loin sur la gauche, vous avez des glaciers de méthane, et puis bon, c'est magnifique, il faut le voir en couleur aussi, tout ça est superbe. Et inattendu, on était estomaqués de voir tout ça, et c'est arrivé en quelques heures.
Et là, vous voyez John Young, célèbre astronaute américain qui saute à côté du drapeau américain, il faut bien dire qu'il avait payé. C'était un personnage extraordinaire, j'ai eu la chance de bien reconnaître John Young, et qui est mort il y a quelques années, et qui était un pince sans rire, absolument passionné du spatial, qui est resté un fonctionnaire américain toute sa vie avec une petite paye, qui avait une petite maison, et on considère que c'est le plus grand astronaute de tous les temps. Il a fait 6 vols. Il a fait le premier vol de la navette spatiale, le premier vol sur Gemini, il a été 2 fois autour de la Lune. Une fois, il est resté 3 jours sur la Lune. Une aventure extraordinaire. Et quelqu'un de très humble et qui a, contrairement à beaucoup d'astronautes, refusé tellement de faire du business, qui est resté comme ça, avec son petit salaire de fonctionnaire. Et tu dis origine humble et aussi dans son caractère extrêmement humble. Ouais, très pince sans rire quand même. Hein. Très pince sans rire, mais surtout un pur passionné. Après, il faut aimer les astronautes et l'astronautique, mais là, c'est quand même de penser que des gens comme ça ont passé 3 jours sur la Lune, ont dormi sur la Lune, ils ont habité la Lune quelque part, ils ont fait du camping, on va dire. Ils sont restés 3 jours et 3 nuits, quoi. C'est pas Apollo, c'est pas Neil Armstrong qui est resté 2h30. C'était quelque chose d'autre, et c'est quelque chose qui est fascinant à découvrir. Voilà. Chers amis, nous terminons cette émission avec des images inattendues. On a eu Nabila nous présentant son grand amour de la photographie Planck. On a eu l'évocation du camping de 3 jours sur la Lune, qui n'est pas quelque chose d'habituel. Et puis Aurélien, avec son sens de la formule, a réussi dans le chat à déclamer dans la même phrase son amour des trous noirs et des mouches, ce qui permet de relier, si on veut, aussi des thèmes qui ont été extrêmement présents au cours de cette émission. Chers amis, un dernier mot avant de conclure et de passer l'antenne Twitch à autre chose. Aurélien, le mot de la fin? Je vais juste rajouter que ne t'inquiète pas, j'aime aussi les araignées. Les araignées aussi. Folk phallangide en ce moment dans ma salle de bain, et je trouve que la manière dont il bouge les pattes m'en apprend plus sur l'espace que les équations d'Einstein. Voilà. C'est dit. C'est dit. Bravo Aurélien pour défendre ce en quoi tu crois vraiment. L'amour des araignées est quelque chose qui nous lie. Tu sais que l'une des choses dont je suis très fier, c'est que une équipe de scientifiques iraniens a donné mon nom à une araignée, et elle est plus belle bien sûr, araignée vivante, que n'importe laquelle des broches ou des bijoux que je pourrais jamais avoir. François, le mot de la fin? Ça c'est ambitieux. Qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que l'univers est magnifique, et plus on l'étudie, plus il est magnifique. Le monde est une merveille, c'est dans la chanson de l'oiseau, dans Le Roi et l'Oiseau. Il chante sa chanson à ses petits enfants. Le monde est une merveille, il est le jour et la nuit, etc., etc. Merci François. Nabila? Je vais reprendre ce qu'Aurélien disait. Je pense qu'il faut être enthousiaste dans l'avenir, et je pense qu'il faut faire confiance aux générations futures. Pas de la même manière que certains le disent, hein. On va faire confiance à l'esprit humain qui va se sortir de tout ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance en les générations futures pour justement réaliser ce qui se passe et puis prendre les bonnes décisions sans aller vers une course en avant. Donc voilà. Et les générations d'aujourd'hui aussi. Oui, les générations de maintenant. Appel aux générations de maintenant, appel aux générations du futur. C'était le message vibrant de Nabila Aghanim pour clore cette émission Fond Vert. Chers amis, Aurélien, François, Nabila, un grand merci pour votre participation enthousiaste au thème de cette journée. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous nous retrouverons pour Fond Vert. Ce sera un autre thème. Cette fois, on parlera d'exploitation minière, on parlera de ces grands sujets, lithium, cobalt, cuivre et ainsi de suite, avec tous les sujets économiques, sociaux, physiques, écologiques, bien sûr, qu'on peut se poser à ce sujet. Et ce sera l'occasion d'aborder encore une fois de ces grands thèmes importants. Un petit raid vers Jean Massier me propose la technique, la régie, qui n'est pas que technique, qui est aussi stratégique, bien sûr. Alors, on vous laisse faire, les amis. Peut-être un petit mot sur ce que c'est qu'un raid pour les non-twitchers. Oui, Romain, vas-y. On va donc vous envoyer, je ne sais pas si vous m'entendez, on va donc vous envoyer directement sur la chaîne de Jean Massier qui fait de la politique sur Twitch.
Jean Massier, Acropolis, une légende de Twitch et l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire connaître ce nouveau mode d'interaction dans la sphère politique. Alors, en avant pour le voyage interspatial. Waouh. Alors, en avant, Red Jean Massier. Ça ressemble un peu à ses invocations. On fait du spiritisme. Et à la semaine prochaine, chers amis.